Choisir, c'est renoncer, a dit André Gide. À l'aube de l'heure de toutes les transitions, nous sommes mis face à la nécessité d'évoluer. Notre résistance au changement naturel ne facilite cependant guère les choses. D'abord, il faut faire le deuil du monde que nous connaissons, avec toutes les étapes que cela implique. Et puis maintenant, il faut inventer celui de demain. Mais, nous répond Stephen Hawking, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. Comment donc envisager le monde de demain? C'est à cette question vaste et passionnante que nous avons voulu répondre, et nous avons pour cela invité des intervenants au profil divers et variés. J'en ferai une présentation rapide avant de laisser Fadila Le Turc ouvrir sur la première question. Raphaël Gutière, après un doctorat en écologie et biogéochimie, tu intègres les équipes d'Hectare, un projet de transition agroécologique et énergétique. Tu rejoins ensuite l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université en tant que coordinateur scientifique. Damien Michaud, tu es ingénieur de formation. Après un début de carrière dans l'industrie, tu bifurques vers l'écologie et le développement durable, notamment au Shift Project. Tu t'attelles à intégrer les enjeux socio-écologiques dans les formations d'ingénieurs. Mélanie Popov, médecin de santé scolaire spécialisée en santé environnementale et en prévention et promotion de la santé, cofondatrice de l'Alliance Santé Planétaire, conseillère sur les enjeux d'écologie et santé. Julien Vidal, après des études de droit et de politique internationale, tu crées un site répertoriant des actions, outils, ressources pour une éco-citoyenneté, puis tu rédiges un ouvrage, 2030 Glorieuse, qui livre des utopies et justement un imaginaire du monde de demain. Et Clément Crozet, tu es ingénieur en écologie spécialisé en transition énergétique, en aménagement du territoire et en conseil politique. Tu es co-créateur de l'agence Architecture et Santé, de l'Alliance Santé Planétaire également, et fondateur de l'association Sans Territoire. Merci Marine. Donc, comme l'a précisé Marine dans l'introduction, cette table ronde porte sur les métiers de demain. Avant de parler des métiers, je souhaiterais rappeler que notre société est à la croisée des transitions. Ces transitions sont d'ordre écologique, numérique, économique et sociétal, démographique. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles vont nous conduire dans un monde encore méconnu ou encore difficile à appréhender, à anticiper. À cela s'ajoutent des crises de plus en plus fréquentes et généralisées qui peuvent être d'ordre climatique, sanitaire, géopolitique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet des métiers, j'aimerais vous demander, c'est quoi demain? Julien Vidal, je te laisse la main. Facile, hein, on est très contents, effectivement. Facile de répondre à cette question. C'est quoi demain? Demain, ça peut, et je crois qu'on pourrait commencer par ça, dire que actuellement, quand on en parle, c'est souvent vu comme un territoire d'incertitude, à tel point que il y a énormément de nos compatriotes qui décident de ne même plus y penser. Il y a pas longtemps, j'ai lu cet article du Monde qui disait que les Français ont tellement peur dans l'avenir qu'ils se réfugient dans le présent. Et donc, ça peut être effectivement une zone de chaos. Pour pas mal de personnes actuellement, à très court terme, demain, c'est une zone de sobriété, de rigueur, de repli sur soi qui va, en fait, comme le disait notre président, signifier la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Et donc, quand on prend un peu ça et là, tout ce qu'on entend sur demain, ça fait pas rêver, quoi. Marine le disait, moi je travaille à explorer les 2030 glorieuses parce que je pense que un demain plus enthousiasmant, ça doit d'abord se décréter. On doit d'abord le décider. Ça peut être un territoire pour qu'on identifie, invente, mais en fait qu'on lance d'une certaine manière des utopies et que ces utopies, on les prenne pour cap afin d'être dans une prophétie autoréalisatrice qui soit autrement plus enthousiasmante que de simplement partir de tout ce qui nous fait peur actuellement et de l'anticiper en évitant que ça se passe, qui là, à mon avis, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la meilleure condition pour que justement on les fasse advenir ces terreurs, ces doutes et toutes ces choses qui nous font peur. Tu parlais de territoire, ce serait pas mal qu'on donne la parole à Clément sur ce sujet. Ok, c'est-à-dire donc, du coup, toi, tu travailles sur les questions d'urbanisme, d'architecture. Comment tu vois, au regard de ce que tu fais au quotidien, le demain, au regard de ta spécialité et des projets aujourd'hui que tu peux mener? Ok. Moi, ce que j'identifie au niveau des territoires, c'est que il y a plusieurs territoires. Donc, il y a le territoire national, il y a le territoire des régions, des départements et des collectivités. Et ce que je me rends compte, c'est que le territoire de l'action et de demain, c'est les EPCI. Donc, c'est les intercommunalités ou les communautés d'agglomération. Donc, c'est des territoires où, en fait, ils sont assez proches à la fois des citoyens, mais aussi loin, potentiellement, des lobbyistes ou des grandes actions politiques. Et on voit, du coup, que ces territoires-là sont...
ont en main, en tout cas, les actions potentielles sur un territoire. Ils ont la gestion de l'urbanisme, la gestion de l'eau, la gestion des plans climat et énergie territoriaux, c'est tout ce qui est en lien avec le climat, et aussi la gestion de la biodiversité. Et donc, c'est là où, en fait, on peut avoir un impact vraiment positif et on peut aller sur de l'action. Très clair. Merci. Je vais peut-être passer la parole aux intervenants qui sont de l'autre côté de la table. Quand on évoque demain, on pense souvent aux valeurs qui vont régir demain. Est-ce que Mélanie, toi, en tant que médecin, tu as une vision du monde de demain, des valeurs qui vont émerger, peut-être d'un recentrement autour des questions de santé, du vivant. On aimerait bien avoir ta vue là-dessus. Tu parlais de valeurs morales. On peut dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui choisit de donner à l'économie une place très importante. Le PIB, c'est un guide de réussite et un indicateur de performance d'un pays. On pourrait aussi se dire que ce qui serait mieux, donc en termes de morale, le bien, ça serait de placer la santé comme indicateur de performance d'un pays, la santé, le bien-être des populations. Et à partir de là, on pourrait rediriger les activités, les métiers, les politiques publiques vers le bien-être de la population et même y intégrer le bien-être aussi des écosystèmes. Voilà pour la question sur les valeurs morales. Après, on pourra parler aussi des valeurs morales de son propre métier, où maintenant c'est vraiment un questionnement, une question qu'on se pose maintenant. Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou mal pour l'environnement, pour la catastrophe climatique, etc. Donc c'est l'histoire de la quête de sens dans les métiers, quoi. Mais ça déborde un peu la question. Je vais peut-être laisser la place aux autres. Alors, on va passer la parole à Raphaël, peut-être. Donc, Raphaël, tu as beaucoup travaillé sur les questions d'agriculture urbaine. Est-ce que toi, tu as une vision du monde de demain au regard des sujets que tu traites? Pas spécialement par rapport à l'agriculture urbaine. D'accord. Mais je dirais juste que, et je pense que ça va rebondir sur toutes nos réflexions et ce qu'a pu dire Julien déjà. Il y a une grosse différence entre, je pense, l'avenir que, en tout cas moi personnellement, je peux imaginer et l'avenir que je peux souhaiter. Celui que j'imagine, que j'imagine probable qui va arriver, il n'est pas très souhaitable. Celui qu'on veut souhaiter et celui qu'on est en train de réfléchir ici et dans le cadre de ces tables rondes, c'est celui vers lequel on a envie d'aller. Donc remettre un peu de souhaitabilité, c'est très moche comme mot, mais pour donner envie et inspirer, parce que notamment cette table ronde elle est à destination des jeunes générations. Donc on est là pour susciter un peu de l'envie d'aller dans ce futur et d'arriver à s'y projeter pour faire des choses qui sont intéressantes, épanouissantes et profondément durables, quoi. Et donc Damien, moi je termine cette première question, c'est quoi demain, en te posant une question peut-être un peu plus précise. Donc toi tu es ingénieur de formation. Les ingénieurs ont souvent été au cœur de l'innovation. Donc moi ça m'intéresse d'avoir ton regard de personnes qui portent un peu les enjeux technologiques mais pas que, au regard des attentes qu'on a du monde de demain. Donc si tu peux nous partager ta vision. Bien sûr, et bonjour. Quand j'entends au cœur de l'innovation, j'entends presque au cœur du problème. On peut se poser cette question-là, mais peut-être aussi au cœur de la solution. Quand on est au cœur du problème, on peut être une grande partie de la solution aussi. C'est vrai qu'au Shift Project, on a beaucoup travaillé, et on n'est pas les seuls, sur la question du rôle de l'ingénieur, et donc des formations d'ingénieurs dans la transition écologique et sociale. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est que pour parler de demain, effectivement, il y a le souhaitable, il y a aussi ce qu'on va subir, et les choses qu'on ne peut pas vraiment, sur lesquelles on ne peut pas négocier. Ça, c'est les lois de la physique. Et je pense que là, comme on s'adresse à des étudiants en médecine qui sont quand même des scientifiques, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Quand je dis à une pomme de ne pas tomber, quand je la lâche, elle va tomber quand même, puisque c'est les lois de la physique qui prédominent sur les lois humaines. Donc, on peut pas contourner ces lois-là. On est sur une petite sphère, une petite bille au milieu de l'espace qui a un certain nombre de ressources, qui a une certaine quantité d'eau, une certaine quantité d'énergie avec un petit peu d'énergie solaire en plus. Tout ça, c'est limité. Donc il faut qu'on fasse avec tout ça. Et donc là, pour le tournage, on est en septembre 2022. On est en pleine guerre ukrainienne. Il y a eu le Covid il y a 2 ans qui a commencé. Donc on a commencé à percevoir certaines limites de la mondialisation, certaines limites aussi de l'exploitation des ressources, certaines problématiques très importantes, notamment en Europe, par rapport à l'énergie et notamment par rapport aux énergies fossiles. Donc tout ça va continuer, il me semble, à se contraindre. Ce monde, en fait, je pense, va devenir de plus en plus contraint
notamment en termes énergétiques et matériels. Et l'énergie et le matériel, c'est ce qui nous entoure. Ici, dans cette table ronde, tout a été fait avec de l'énergie et des matériaux, et plus globalement dans la vie de la plupart des gens. Donc on va avoir une grande contraction, donc ça semble être une mauvaise nouvelle. En même temps, je pense qu'on peut relativiser. Il y a aussi des populations qui vivent il existe des populations qui vivent très différemment des sociétés occidentales modernes, entre guillemets. Et donc, il va falloir apprendre à vivre dans une société où il va falloir faire plus d'économies d'énergie, plus d'économies de matériaux, mais c'est en fait pour un monde plus souhaitable, comme tu le disais, Raphaël. Et ça, pour ça, il me semble que l'ingénieur, on en a parlé, nous, dans notre projet, l'ingénieur, il est un petit peu au cœur de ces réflexions-là, mais il me semble que tous les métiers, toutes les personnes peuvent avoir un rôle à jouer. Donc demain, c'est aussi la question de comment est-ce qu'on arrive à impliquer tout le monde dans ces thématiques-là. Et notamment, il y a une question majeure, il me semble, c'est comment est-ce qu'on arrive à repolitiser finalement le rôle de tout un chacun, de toutes les professions. Si je prends l'exemple des ingénieurs, c'est pour l'avoir vécu comme tous mes collègues ingénieurs, on est dans des formations qui sont extrêmement dépolitisées. C'est tout l'inverse de Sciences Po. C'est vraiment, on parle beaucoup de technique, c'est des populations qui savent faire beaucoup de choses, qui sont très adaptables, qui savent travailler avec beaucoup de personnes différentes, mais on ne sait pas vraiment traiter des questions sociales et politiques. Aujourd'hui, ça devient un enjeu crucial. On ne peut plus, en tant qu'ingénieur, se dire « c'est pas de ma faute, je n'obéis qu'à un décideur ». Non, il va falloir trouver des moyens, ça va pas être facile, il va falloir trouver des moyens d'agir pour pouvoir, chacun à son niveau, intégrer toutes ces problématiques-là. Et il me semble qu'en fait, dans tous les métiers, c'est le cas. Et les médecins, c'est un petit peu la même chose. Enfin, toutes les formations en santé, de manière générale. Je pense que finalement, on est un petit peu sur on revient un petit peu à cette conclusion. Merci beaucoup. En gros, ce que tu nous dis, c'est que ça va nécessiter une transformation de tous les métiers. Et pour parler des métiers demain, j'aimerais qu'on s'attarde plus précisément sur les tendances émergentes qui vont configurer et dessiner le monde du travail demain. Et on va commencer par lister quelques tendances liées au monde du travail. Alors je vais être un petit peu longue parce que je vais vous donner quelques tendances, mais l'idée c'est de vous faire réagir et réfléchir par rapport à ça. Parce qu'en effet, l'émergence de travaux autour de ce qu'on appelle le future of work, si je traduis, c'est le futur du travail, a déjà quelques années. Et sur la base de signaux faibles qu'on observe aujourd'hui, ces travaux élaborent des prédictions sur ce à quoi nous pourrions nous attendre en matière d'habitudes et de pratiques de travail dans les années à venir. Parmi les grandes tendances qui émergent, on en identifie quelques-unes, je vais les lister. La première, c'est l'émergence de nouveaux modèles de travail avec une explosion de l'entrepreneuriat par exemple, un rejet du salariat ou même du CDI à vie, une tendance aux reconversions, l'émergence de side projects en marge d'une activité principale, etc. Je donne un exemple, l'émergence des travailleurs des plateformes, c'est un exemple marqué de cette tendance d'un nouveau modèle de rapport au travail. On a également le changement des trajectoires professionnelles avec la fin des carrières linéaires et le fait que des individus aujourd'hui peuvent cumuler plusieurs activités, que certains s'éloignent du salariat. Je vais vous donner un chiffre de l'INSEE, la durée moyenne dans un poste aujourd'hui est de 5 ans et on va changer de job 4 ou 5 fois au cours de nos vies professionnelles selon l'INSEE. De la même façon, une autre tendance, la transformation des compétences et la façon de les acquérir. On a le besoin de se former de plus en plus fréquemment. On valorise de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences un peu douces. On a un ouvrage qui s'appelle Les compétences du 21e siècle qui a été écrit par 3 chercheurs, Michel Barabel, Olivier Meyer et Jérémy Lamry. Et en gros, dans cet ouvrage, les auteurs voient émerger 4 catégories de compétences cognitives pour aborder le monde de demain, que sont la créativité, l'esprit critique, la communication et la coopération. Et c'est ce qu'ils appellent les soft skills. Donc on voit que c'est des compétences qui vont être transverses à plusieurs métiers. Une autre tendance, c'est la fin du tout présentiel, l'émergence du télétravail. Selon l'Association nationale des DRH et le BCG qui ont publié il y a quelques mois, en mars 2022, une étude sur le futur du travail, le télétravail 2 jours par semaine devient la norme dans les entreprises privées. Une autre tendance encore, l'émergence de nouveaux métiers. Et là, je vous donne un chiffre. Il y a 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore, selon Pôle emploi. Donc là, on a pas mal de tendances assez marquées sur une transformation du monde du travail et des métiers demain. Au regard de ce que vous faites au quotidien, comment vous percevez cette évolution du monde du travail? Et on va peut-être commencer par Mélanie.
Alors, comment dire, moi j'aime beaucoup réfléchir aux métiers de demain, et aussi je suis très contente de vivre dans une époque où j'ai la capacité aujourd'hui de faire plusieurs métiers si j'en ai envie, parce que on a accès à une formation qui est beaucoup plus libre avec les MOOC, avec Internet, que on n'a plus peur de se détacher un peu des formations académiques, et que on peut avoir la légitimité de faire autre chose. Mais j'aimerais rappeler quand même que c'est pas la majorité des personnes qui peuvent se le permettre aussi. Il y a quand même beaucoup de précarisation des métiers. Tous les métiers du care, tous les gens qui travaillent dans les entrepôts logistiques, tous les premiers de corvée, comme on dit, c'est aussi, voilà, faut se rendre compte du privilège que c'est d'avoir le choix de se réorienter, de se poser des questions sur le sens de nos métiers, d'en avoir le temps, d'en avoir les moyens. Ce que tu disais sur la politisation des métiers qui est super importante, et ça, en fait, ce que tu disais, ça parle de réflexivité du travail, c'est de prendre un peu de hauteur et d'avoir une réflexion sur, ok, aujourd'hui, dans quoi je m'inscris dans la société. Et la santé, typiquement, chez les médecins, il commence à y avoir des gens qui se posent des questions sur j'ai l'impression que mon métier est complètement extrait des vrais problèmes de société. Nous, en tant que médecins, on nous a appris une perspective de la médecine qui est très biomédicale. On fait du diagnostic, on diagnostique, on fait des traitements, on fait un petit peu de prévention. Par contre, on ne se pose pas vraiment trop de questions sur l'origine des maladies et comment travailler en amont sur les facteurs de risque et les déterminants de ces maladies pour les empêcher d'arriver. Voilà. Mais je parle, voilà, un peu de moi. C'est ce qui m'a fait faire un pas de côté dans mon métier. C'est je suis en bout de la chaîne des maladies, et j'en ai assez d'être dans le soin, et j'aimerais réfléchir à comment est-ce qu'il peut y avoir moins de malades. Et sur l'évolution des métiers, il faut voir aussi les besoins. Il y a les utopies, il y a comment on s'adapte, mais aussi quels sont les besoins réels de la société et qu'est-ce qu'ils seront dans 30 ans, de quoi est-ce qu'on aura besoin comme métier. Et a priori, on aura surtout beaucoup besoin aussi d'aidants et de métiers du care, justement par rapport à ces problématiques de vieillissement de la population, et de plus en plus de dépendance chez les personnes. Donc il y aura besoin d'énormément de métiers qu'on appelle du care, non pas du care en Égypte. Donc des aidants, des aides-soignants, des infirmiers, voilà. Et après on pourra parler enfin, moi ce que j'aime bien réfléchir aussi, c'est les utopies des métiers de demain, et pour moi c'est vraiment des métiers de faire plusieurs métiers, non pas côte à côte mais en même temps, qui servent, pour moi c'est un peu le prisme de la santé, qui servent pour la santé des gens, donc je sais pas moi, maraîcher, youtubeur, ou médecin philosophe, ou et tout ça sert en fait au bien-être général. Voilà. Je passe la parole à Clément. Ce que je me rends compte au niveau surtout du monde de l'architecture ou de l'urbanisme, c'est qu'il y a de plus en plus de structures qui se montent en collectif. En fait, ça n'a pas de statut juridique ou autre, mais en fait, c'est par exemple 2 architectes qui co-traitent dans le cadre des projets. Et en fait, ça permet, si par exemple ça fonctionne bien, de continuer pendant 20 ans, 30 ans. Et si ça fonctionne pas très bien, justement de partir. Et du coup, je pense qu'on a besoin de cette liberté-là. Et ces collectifs, ça permet aussi de travailler en transdisciplinarité. Et je pense que l'innovation qui va arriver, c'est de travailler entre les différentes disciplines. Et là, par exemple, ce qu'on voit, en fait, c'est pour moi, les prochaines générations, c'est des gens qui peuvent comprendre les autres mondes. C'est-à-dire un écologue qui a des compétences en santé, donc qui peut comprendre le monde de la santé, qui a des compétences en urbanisme, qui peut comprendre ce monde-là, même s'il n'a pas tous les éléments. Par exemple, on a travaillé sur une communauté de communes où, en tant qu'écologue, moi, j'aurais voulu mettre en place, recréer des zones humides dans ce territoire-là. Mais en fait, avec ma compétence santé, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'il pouvait potentiellement y avoir des problématiques liées aux moustiques tigres ou des problématiques sonores, parce qu'on sait que les amphibiens, c'est quelque chose qui peut être problématique pour les différents habitants. Et du coup, on s'est dit, comment
amener une solution concrète aux élus pour répondre aux différentes thématiques. Et du coup, on a fait une étude, on a montré que, par exemple, le moustique tigre avait une capacité de dispersion de 700 mètres et à plus d'1 kilomètre, on n'avait pas les problématiques sonores. Et du coup, on s'est dit, on va faire une cartographie de toutes les zones de remontée de nappe à plus d'1 kilomètre de chaque habitation. Et là, on pourrait faire une zone humide. Et du coup, comme il y a eu cette réflexion globale, les élus, directement, ils ont signé. Mais du coup, c'est toujours... il faut avoir des compétences et comprendre justement les autres thématiques pour faire des actions concrètes. Et là, on sait que dans 100% des cas, les projets vont se mettre en œuvre. On est plus fort à plusieurs. Exactement. Est-ce que... on te laisse la main, Damien. Oui, je souhaitais réagir par rapport aux soft skills, comme tu les as appelés. Je voulais rappeler que c'est un concept qui est pas du tout nouveau, en fait, dans les grandes entreprises notamment. Ça fait, je dirais, environ 15 ans que c'est vraiment en très très fort développement. Donc c'est quelque chose qui existe en fait déjà dans toute une partie des emplois et de la société. Mais au-delà des soft skills, il me semble qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Et c'est vraiment des questions qu'on a travaillé dans notre projet sur la réforme en fait des écoles d'ingénieurs, mais plus largement des enseignements, de la formation et de l'éducation tout au long de la vie. C'est qu'il y a plein de nouvelles compétences qu'il va falloir vraiment développer pour répondre à cette crise socio-écologique, comme nous on l'appelle. Et bon, il y en a beaucoup, mais si je devais focaliser sur 2 d'entre elles, je dirais la première, c'est évidemment des compétences liées à notre métier. Donc ça, c'est évidemment ce que vous développez dans ce module-là. Ça, on n'y reviendra pas forcément en détail. Donc, chaque métier a un rôle à jouer, doit développer ce rôle-là et doit avoir aussi une grande réflexivité pour le faire évoluer au fur et à mesure. Mais il y a une autre compétence qui me paraît très importante, qui est ce qu'on appelle la vision systémique. La vision systémique, c'est un gros mot, mais qui veut dire finalement être capable de tisser les liens entre toutes les problématiques écologiques et sociales. Et son métier évidemment. Donc que ce soit le changement climatique, la thématique de la biodiversité, la santé humaine, la santé environnementale, mais voir le lien avec les transports, voir le lien avec les politiques, avec l'économie, on a parlé de modèle économique, etc. etc. Donc je ne sais pas si je donne un exemple, on parlait, toi tu as beaucoup parlé tout à l'heure des nouvelles pathologies, notamment des allergies ou des maladies chroniques. Aujourd'hui, en gros, si on habite dans si on veut avoir un boulot, en gros, on a le choix entre habiter dans une grande ville et être exposé aux polluants et exposer ses enfants potentiellement aux polluants, notamment automobiles, ou habiter dans une zone un petit peu plus défavorisée où il y a beaucoup d'usines, ou habiter à la campagne et être au milieu des pesticides. Donc là, c'est juste pour la pollution de l'air. On pourrait rajouter la pollution de l'eau, la pollution sonore, on vient d'en parler, etc. Donc là, on peut faire déjà des liens entre des thématiques économiques, industrielles, santé, transport, etc., etc. Et donc cette vision, il faut l'avoir. Et ensuite, le step qui est un petit peu plus délicat, c'est arriver à l'intégrer vraiment de manière professionnelle dans ses pratiques. Et donc là, il faut vraiment développer des compétences propres à chaque métier, il me semble. Je me permets de continuer et je t'entendais tout à l'heure, Fadila, lister tout ce que tu présentais comme des signaux faibles de l'évolution des métiers à venir. Et en fait, moi, j'entendais tout ça, au contraire, comme l'expression de toutes les limites, de toutes les fêlures du modèle actuel. Si je pense à nos parents qui, eux, sont arrivés en plein dans cette promesse des 30 glorieuses, décroissance et donc forcément une stabilité, une possibilité de voir l'avenir comme avec de potentielles accumulations et donc de potentiels épanouissements, puisqu'en fait notre modèle économique met en avant le confort, le progrès comme étant synonyme de bien-être et de voilà, d'épanouissement. Et forcément, la promesse capitaliste, elle n'était pas encore rompue, elle n'était pas fragilisée comme elle l'est actuellement, parce que tu listais très bien sur le fait que les ressources étant de plus en plus limitées, on va pas pouvoir continuer à faire feu de tout bois pour voilà, faire plaisir et essayer de contenter tous nos besoins inventés en permanence. Et donc, maintenant qu'on se rend compte de ce plafond de verre, de ces faiblesses, on peut les appeler comme on veut, alors là, c'est panique à bord. Et donc, il y a des personnes qui se disent, je peux plus continuer comme ça, je vais changer de métier. D'autres qui se disent, le modèle ne peut même plus me permettre de travailler et donc, du coup, il va falloir que je me débrouille, etc., etc. Et pour moi, c'est pas du tout les signaux faibles des mondes de demain. Enfin, en tout cas, de notre avenir professionnel, parce que ça veut dire que si on continue dans cette tendance, alors on continue en fait à concrétiser cette crise et à s'en satisfaire d'une certaine manière et à la laisser s'épanouir. Moi, ça me donne pas du tout envie. Et donc, il faut se rendre compte que les métiers qu'on fait sont dans un cadre économique. Un cadre économique, si aujourd'hui il atteint toute atteinte limite, en fait, peut être remplacé. C'est à nous de décider
qu'est-ce qui va faire notre économie? On commençait à parler d'indicateurs avec le PIB. Est-ce qu'on continue à avoir l'indicateur suprême de la réussite de notre pays qui serait le PIB ou mesurer d'autres croissances? C'est Dominique Méda, qui est une sociologue qui travaille beaucoup sur la question du travail notamment, qui parle de nouvelles abondances. Et on pourrait très bien se dire, en fait, de quoi serait fait une économie avec de nouvelles abondances? Et si on ouvre ça, en fait, c'est des nouveaux imaginaires qu'on doit utiliser. Je suis désolé, Fadila, je continue à te rentrer un peu dedans par rapport à ce que tu disais, mais c'est la fin du nerf, en fait. Les 85% de Pôle emploi, mais c'est de la... Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé. C'est de la merde en barre. En fait, c'est même pas Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui a repris une étude qui est à la base, ce chiffre de 85%, il vient de Dell. Donc Dell, on n'est pas sur l'emploi libéré, transversal, durable et souhaitable. C'est une entreprise capitaliste qui est là pour faire du profit à court terme et qui disait justement pour vendre sa technologie, pour vendre la technologie partout et en particulier le métaverse, ce genre de choses, 85% des emplois n'existent pas. Et donc derrière, en fait, les emplois qu'ils proposaient, c'était effectivement chirurgien dans le métaverse, c'était négociateur en nanotechnologie ou des trucs, enfin c'était cinglé quoi. Et donc effectivement, plein de gens se sont dit, ah bah tiens, super, moi ça me conforte dans ces imaginaires de la croissance à tout prix, 85% des métiers n'existent pas et on continue à valider l'apport de la technologie partout. Bah pas du tout. Pourquoi ? C'est faux. Et donc, c'est comment, en fait, on fait appel à de nouveaux imaginaires pour se rendre compte de tous les potentiels métiers. Mais des métiers qui, moi, ça fait du coup 75 métiers que j'ai identifiés dans 3 ans de podcast dans lequel je donne la parole aux personnes qui font les métiers de demain. Je suis prêt à parier que parmi l'essentiel de ces personnes, on se retrouverait avec facilement, allez, je sais pas, 80-90% des gens qui feront le même métier dans 10, 20, 30 ans et qui dédieront l'intégralité de leur vie sans faire de télétravail. Parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont épanouissants, qui leur permettent de créer du lien, d'avoir du sens dans leur quotidien et de se sentir vraiment utile. Et alors là, quand tu te sens vraiment utile, pourquoi avoir envie de changer tous les 5 ans? Pourquoi avoir... Alors oui, peut-être qu'on va devoir continuer à se former. Je pense que l'une des grandes valeurs que tu n'as pas évoquées et qui fait partie de toutes ces valeurs, c'est la coopération et réussir à avoir en l'autre des richesses et à prendre des décisions ensemble, surtout dans des périodes de grande tension. Je pense qu'on va devoir être amené à se former à ce genre de sujet. Mais en fait, partons plutôt de tout ce qui est désirable et de tout ce qui donne envie. Alors, nos métiers seront stables et épanouissants. C'est hyper intéressant. Je me suis un peu emballé. Hein. Peut-être qu'on gardera le même métier avec des nuances dans ce métier. On changera peut-être pas complètement de métier, mais qu'on aura différents modes d'exercice de ce même métier. Je pense que pour rebondir sur ce que vient de dire Julien et ce qu'on vient de dire tous, un message à résumer pour une jeune génération, c'est de se dire que finalement c'est le bon côté de la transition. C'est-à-dire que d'un côté c'est un peu effrayant, et de l'autre côté, ça veut dire qu'il ne faut pas se restreindre dans ce qu'on peut imaginer vouloir faire demain et se restreindre dans les cursus classiques et des choses un peu cadrées. On peut sortir du cadre, on peut se faire plaisir à se projeter avec quelque chose qui nous paraît réellement compatible avec le monde de demain, le monde qu'on souhaite, parce que si on ne change pas à ce moment-là, ça ne changera jamais. Il faut faire lever un peu ces verrous, se rassurer et réussir à se projeter. Et sur la vision systémique, je ne peux que rejoindre... Damien et Clément, excuse-moi Clément, notamment sur l'exemple que tu donnais, pour moi c'est vraiment un socle de base, ça devrait être une des compétences obligatoires en fait, qu'il faudrait commencer à avoir pour réfléchir au métier de demain et réussir à s'intégrer à tout un système pour pouvoir établir les connexions et avoir des choses qui sont vraiment pertinentes et qui font sens à l'échelle de la société entière, quoi, et de la biosphère en général. Et je pense aussi que les métiers de demain, c'est aussi des métiers qui existent déjà et en fait qui ont été un petit peu oubliés. C'est remettre en valeur en fait des personnes comme les paysans ou par exemple les maçons. Donc on voit on travaille sur beaucoup de bâtiments qui sont biosourcés, donc en paille ou en terre. Et en fait on a du mal à trouver des maçons, même en formation avec les compagnons, etc. Ils n'arrivent pas à recruter parce qu'en fait le message il a été biaisé. Et en fait le vrai métier de maçon, de travailler sur de la terre, sur de la paille, et il est très valorisant, mais en fait on n'arrive pas à faire passer ce message. Donc c'est comme par exemple on parle de toilettes sèches, il faut en fait changer ces messages là et remplacer par un nouveau mot et améliorer la communication auprès de ces métiers parce que c'est des métiers de demain qui vont être très valorisés, mais en fait c'est exactement, voilà. Et juste peut-être une petite question par rapport à ce que tu dis.
à ton avis, au-delà de la communication, comment faire en sorte de rendre beaucoup plus attractifs ces métiers? Parce qu'aujourd'hui, les filières qui se sont créées, elles se sont créées sur autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour rendre un peu plus attractifs ces métiers? Eh ben, l'amour est dans le maçon, enfin, carrément, l'amour est dans le pré, ça valorisé, j'en sais rien, mais en tout cas, le métier de paysan, nous, on le voit, on travaille sur des projets comme la ceinture verte pour installer une dizaine de maraîchers bio autour de chaque agglomération. C'est souvent des gens qui ont fait une école de commerce, des juristes ou autres ou des anciens ingénieurs qui reviennent justement à la terre. Et maçon, c'est un petit peu pareil. On a un des maçons qui travaille en écologie, c'est un ancien prof de PS, etc. Donc c'est avoir une communication positive sur ces métiers et surtout mettre en valeur ces personnes-là dans les médias. Et peut-être aussi, on en parlait en off, prendre conscience que effectivement le bâtiment peut être toxique pour la santé humaine, et donc donner à ces gens la possibilité de construire des choses qui sont plus bénéfiques pour la santé humaine et pour la santé environnementale. Et si on prend conscience de ça, c'est déjà... Ce qui est important, c'est de montrer que 15% de l'état de santé est lié au système de soins et que les 85% restants sont liés aux environnements de vie. Donc ça peut être l'habitat, ça peut être l'alimentation, etc. Et ce qu'on aime souvent dire, c'est que un agriculteur en bio ou un maçon qui fait des bâtiments biosourcés a autant d'impact qu'un médecin dans un territoire. Et pour donner envie, il me semble qu'il y a une notion aussi qui est... sur laquelle il faudrait qu'on arrive tous à travailler collectivement, c'est finalement ce que moi j'appellerais la créativité sous contrainte, dans le sens où nous par exemple on a eu affaire à des enseignants qu'il fallait mobiliser pour qu'ils réforment leur propre enseignement, tout en continuant d'enseigner le cœur de leur discipline, mais voilà, en ayant un angle de vue intégrant des thématiques écologiques et ou sociales ou philosophiques, etc. Et c'est pas forcément évident, c'est loin de leur discipline dans ce cas-là. Et on a l'impression que c'est plus dur, on perd de notre liberté, etc. Sauf qu'en fait, quand vous regardez plein de milieux, comme par exemple les ingénieurs ou par exemple les artistes, la créativité, elle est souvent libérée par la contrainte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. C'est-à-dire que c'est quand on a un faisceau de contraintes qu'on va faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé possibles, qu'on n'aurait même pas imaginé du tout. Donc ça, vous le retrouvez dans plein de domaines. Et il faudrait arriver aussi à faire passer cette notion-là, il me semble. Bon, voilà. Et si je peux rajouter un petit message, justement, pour les étudiants en médecine et sur leur métier de demain, c'est intéressez-vous au monde qui vous entoure. C'est voilà, lisez, regardez, essayez de comprendre cette vision systémique justement de la santé, cette fameuse vision systémique, c'est voilà, de tout voir à travers un système complexe et surtout demander des choses à vos enseignants, quoi. C'est il faut que le métier de médecin soit une continuité entre sa vie personnelle, ses valeurs morales et son travail de médecin. Il faut plus cloisonner la médecine et la vie personnelle. Et pour moi, c'est comme ça que les médecins ils réussiront à trouver du sens. Voilà. Et toi, tu parlais de l'enseignement, et c'est vrai que nous, dans l'enseignement médical, on n'avait pas vraiment de sciences humaines et sociales, quoi, de sciences molles, comme la philosophie. On avait un petit peu d'éthique. On n'a jamais eu de sociologie. Et ça, aujourd'hui, enfin, on se rend compte que ça manque énormément pour avoir une vision systémique de la médecine et de la santé. Il nous manque des compétences en économie, en socio, en philo, voilà. Donc voilà, pour la formation des futurs médecins, ça me semble hyper important. Vas-y. Merci. Juste un dernier mot, il me semble que aussi, en tant que ce soit enseignant ou futur médecin, c'est à la fois terrifiant de participer à ce nouveau monde, mais en même temps c'est hyper excitant. Et c'est aussi participer, quelque part, à un des plus grands défis que l'humanité ait jamais rencontré, si ce n'est le plus grand. Donc de participer à ça donne aussi d'énergie, on sait pourquoi on se bat. On n'est plus dans les 30 glorieuses, mais on n'est plus non plus dans une espèce d'automatisme de vie où on cherche juste à consommer. On est vraiment beaucoup plus sur le sens, et finalement les enjeux de consommation matérielle vont naturellement décroître au fur et à mesure que ces enjeux de valeur augmentent. Je propose qu'on s'arrête là, sur ce message. C'était trop intéressant, là, non? Ça y est, on a gagné. Hein. Bah ouais. On a encore d'autres questions, mais là, c'était... on a des étoiles dans les yeux. Focus sur la démographie, puisqu'on sait que, comme l'a dit Fadila, on est dans une société à croisée de plusieurs révolutions écologiques, démographiques, numériques, sociétales. Et les baby boomers qui sont nés en 1945 auront 85 ans en 2030.
On sait que le nombre des 75-84 ans va avoir une croissance inédite de près de 50% entre 2020 et 2030, en passant de 4,1 millions à 6,1 millions. Alors, comment intégrer du coup ces personnes âgées dans les sociétés? Et donc, je voudrais un peu l'éclairage de vos casquettes, de vos métiers, c'est-à-dire comment l'ampleur du vieillissement démographique va rejaillir sur la société, comment est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir des adaptations de compétences, notamment chez les médecins, on a parlé en termes de maladies chroniques qui vont être plus importantes. En agriculture, à quoi va ressembler l'agriculture de demain? À part l'ampleur du vieillissement démographique, on a tout court une augmentation de la population humaine. Comment on va pouvoir nourrir toutes ces personnes? En tant qu'ingénieur, en tant qu'urbaniste, est-ce qu'il va falloir changer des choses pour la population vieillissante? Et en termes de réflexion globale, qu'est-ce que ça voudra dire? Là, les personnes âgées, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas en France, elles sont plutôt isolées. Est-ce qu'il faudra peut-être pas plus les réintégrer dans un cocon familial? Voilà, je vous laisse commencer avec le premier qui a envie de prendre la parole sur ça. Si vous avez déjà des réflexions. Okay, je me lance les têtes, ouais. Mais en plus, ça tombe bien parce que j'aimerais proposer quelque chose d'un peu plus global. On va avoir ce vieillissement de la population et on a tous dans notre entourage ou vu à quel point on a une scission de plus en plus profonde entre les différentes générations et moi, à titre personnel, j'ai vu aussi à quel point notre société mettant toutes les ressources du vivant dans une mécanique qui doit encore et encore alimenter la croissance, en fait, tout est ressources. Et donc, si effectivement on puise des ressources dans la terre, on utilise la biodiversité, les animaux autour de nous, mais en fait, on utilise aussi les humains que nous sommes, jusqu'à ce qu'à un moment, ils ne soient plus productifs et alors on n'en a plus besoin, on les laisse mourir devant leur télévision ou dans des maisons de retraite qui sont aujourd'hui des mouroirs. Je vois pas comment le dire autrement. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue en fait sur cette tendance-là? Parce que la promesse était de continuer à produire, qu'à un moment la retraite permettait d'enfin pouvoir aller consommer la planète à grands coups de loisirs, de Club Med, etc., jusqu'à ce qu'on soit plus en état et paf, ça y est, case prison, maison de retraite et c'est gagné? Ou est-ce que en fait on change de manière d'être au vivant, de reprendre cette place parmi le vivant, et auquel cas, effectivement, les anciens, ils ont une utilité qui est autrement plus importante dans notre société, puisqu'ils ne seront pas simplement conditionnés par le fait de pouvoir produire de la croissance ou pas. J'ai eu la chance de vivre dans des pays dits en développement qui, sur certains aspects, sont bien plus développés que nous, où les anciens, ils ont une utilité centrale dans le quartier et dans la famille, dans la relation aux petits-enfants, dans la relation aux transmissions des savoir-faire, mais en fait dans l'animation aussi d'un tissu social qui est hyper important et qui nous permet de sortir de chacun chez soi devant sa télévision. Donc il y a cette question-là, et je pense que toi Clément, pourras y répondre sur aussi, du coup, comment on fait en sorte que nos espaces, parce que crèche et maison de retraite, parce que lieu où on peut se retrouver, parce qu'il y a moins de voitures, parce que c'est plus accessible, vont permettre d'avoir un peu ce croisement des générations. Je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et après, il y a aussi la question du coup de comment on voit nos métiers et comment ces anciens qui sont en fait pas si loin en termes de génération, on parle de 50, 60, 70 ans et qui ont vu dans leur mode de vie plein de choses en fait vers lesquelles on va devoir retourner, peuvent redevenir des ressources. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être vieux. Et en fait, moi, ma mère, elle a 68 ans. Elle vient du champ en Espagne. Et à Noël, elle avait une orange comme cadeau. Et elle vivait dans un modèle où le pétrole était complètement absent et pourtant où elle arrivait à se développer, à se cultiver, à s'épanouir, en tout cas à vivre une vie qui fait que quand elle m'en parle, en tout cas, je la vois pas avec des regrets. On a nos grands-parents encore plus loin qui ont eu cette relation qui était beaucoup plus territoriale, locale, imbriquée dans le vivant. Comment on peut faire en sorte que ces anciens, ils nous retransmettent ça, qui est en fait pas si loin que ça. Je parlais avec une autrice et je termine avec ça, d'Actes Sud, qui a sorti un livre sur les questions des autonomies et qui, elle, expliquait que, en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus des 3/4 des gens qui vivaient hors des villes et les paysans étaient en fait la norme en France. Comment on fait en sorte, grâce à nos anciens, de revenir à ce sentiment de faire partie de quelque chose qui nous dépasse? Et je pense que
dans ce cas-là, en fait, on inverse complètement le cycle de production et on redonne une valeur qui est hyper importante à nos anciens qui, là, en l'occurrence, se sentiraient valorisés, sollicités. Et en plus, et ça, je laisse les médecins qui le diront beaucoup mieux que moi, auront une vie tellement plus liée, intense, enthousiasmante que ça éloignerait et diminuerait forcément les problèmes de santé où là, il y a tout un tas de coûts qui seraient encore et encore engendrés. Désolé pour cette introduction un peu longue sur cette question des anciens. Parce que, pardon, tu parlais d'autonomie. Et c'est vraiment le problème qui va se poser avec les personnes vieillissantes, avec de plus en plus de maladies chroniques, c'est comment leur faire garder une autonomie, ou en tout cas comment prendre en charge leurs incapacités. Ce qu'on appelle les incapacités, c'est les limitations qu'on peut avoir dans la vie quotidienne pour se laver, pour manger, pour aller faire ses courses, etc. Et pour pas que ça devienne soit le problème des aidants, donc de la famille, et que les personnes âgées soient une charge pour la famille, et que du coup ça soit une contrainte, et que on perde ce lien justement de bienveillance et d'échange, et qu'on sorte du service entre personnes au sein de la famille. Donc il y a normalement soit cette option, soit effectivement case maison de retraite. Maison de retraite, je mets mes vieux dans une maison de retraite, puis comme ça des autres personnes les prennent en charge. Mais par contre, comme tu l'as dit, les maisons de retraite, ce sont des mouroirs. C'est des activités occupationnelles en attendant quoi. Enfin voilà, c'est hyper déprimant. Donc effectivement, imaginez des lieux de vie beaucoup plus communautaires où les personnes âgées sont intégrées dans la vie, à la fois dans la vie familiale, parce qu'aujourd'hui les familles, on est dans un modèle très nucléaire où les jeunes parents ils s'occupent tout seuls de leurs enfants, et alors qu'avant c'était quand tu avais des enfants, tu avais toute la communauté familiale autour de toi pour t'aider. Donc ça aussi, ça pourrait être aidant pour les familles, mais ce qu'il faudrait pour ça, c'est multiplier et valoriser les métiers du soin, quoi, les métiers du care, des métiers de ce que je disais tout à l'heure, pour s'occuper des personnes âgées, pour diminuer leurs incapacités, pour les aider à être autre chose que des vieux qui attendent de mourir. Il faut des gens dont c'est le métier, des auxiliaires de vie, des assistants médico-sociaux, voilà. Et pour ça, il faut ces métiers-là, il faut les développer, et surtout il faut les valoriser financièrement. Il faut que ces métiers-là, ils fassent rêver. Il faut développer un imaginaire du lien, du soin, du care qui soit positif, quoi, voilà. C'est mon avis de médecin. Ouais. Alors je veux bien reprendre la parole pour... déjà, moi, j'ai connaissance d'une initiative que je trouve plutôt chouette, qui est une espèce de système qui permet des colloques transgénérationnels où, en général, on a des gens du 3e âge qui se retrouvent avec des étudiants et avec, du coup, des transferts et justement des expériences qui peuvent se mélanger, et tout le monde s'y retrouve à la fois d'une manière... de retour d'expérience de vie et financière aussi, et d'aide. Enfin, c'est un système qui est plutôt intéressant. Et pour revenir sur l'aspect, le rapport aux personnes âgées, je trouve que ça fait rebondir sur une question peut-être plus large, qui est le rapport qu'on a avec l'innovation. Et le fait que, en fait, souvent, là, on nous bassine à notre époque d'innovation, de start-up dans tous les sens, avec le besoin d'inventer les nouvelles technologies, etc. Je pense qu'il y a une immense partie de ce qu'on va devoir faire dans le futur qui doit s'inspirer de ce qui était déjà fait dans le passé. Donc c'est pas forcément un retour en arrière, mais en tout cas, il y a toute une grande partie des solutions qui ont déjà été éprouvées par le passé. Et c'est dans ce sens-là aussi que la personne âgée peut retrouver beaucoup d'intérêt comme source du coup, le mot innovation ne fonctionne pas, mais de source d'inspiration pour réinventer le monde de demain qui, en partie, existait déjà dans des solutions bien éprouvées. Moi, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit sur ce besoin de retisser le lien entre les générations, les intégrer physiquement, spirituellement, aux anciennes strates de la famille, entre les générations, etc. Je voudrais peut-être élaborer sur d'autres dimensions aussi.
c'est que déjà on a intérêt à le faire parce que c'est nous les futurs vieux. Et moi franchement ça me fait flipper de mourir dans un mouroir comme ça. Je trouve ça mais horrible. Donc si on est juste pragmatique, on a intérêt à faire quelque chose dès maintenant. Mais sans plaisanter, il y a aussi d'autres enjeux. Les vieux ils votent, les vieux ils consomment. Bon, je parle un peu mal, hein, mais bon. Donc on a aussi un enjeu d'éducation et de formation. Et il y a aussi un enjeu, je pense, de réduction justement des clivages entre les générations par cette éducation, cette formation tout au long de la vie. C'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'aurait plus le droit d'apprendre, je sais pas moi, la biologie, ce genre de choses. Moi, personnellement, plus tard, j'ai envie peut-être de me former sur la biologie ou la psychologie. Et donc on a entendu souvent que voilà des gens comme Greta Thunberg étaient accusés d'être trop jeune, de pas connaître la vie, etc. Donc évidemment, moi je trouve ça scandaleux. Mais dans le sens, on peut se poser la question aussi de ceux qui accusent les boomers de rien comprendre, etc. Parce que pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça ? Si vous êtes spinoziste, vous direz en fait il y a toujours une explication à ça. C'est leur histoire, c'est leur environnement, c'est leur société qui fait qu'ils sont comme ça. Donc si on les comprend pas, si on n'arrive pas à retisser ces liens et à mieux comprendre tout le monde, on n'arrivera pas à résoudre ces problématiques de société. Et donc aussi les votes derrière qui ont lieu et qui sont toujours plus extrêmes malheureusement, et qui se soucient pas forcément du long terme. Comme tu l'as dit, c'est souvent de la consommation. La retraite, c'est souvent un moment de consommation un peu ultime, une espèce de feu d'artifice avant l'extinction, ce qui est quand même pas hyper... Moi, ça, voilà. Puis c'est pas... moi, ça me fait pas rêver, quoi. c'est pas vraiment ce qui fait rêver. Et après, pour plus concrètement, tu parlais de technologie et d'innovation. Si on prend un exemple concret, on a l'impression que c'est super d'innover tout le temps, effectivement, d'avoir notamment par le numérique, hein, c'est vraiment l'innovation du siècle. Hein. Est-ce que les anciens, ils sont vraiment adaptés au numérique ? Alors, il commence à y avoir des adaptations, mais la plupart d'entre eux sont complètement perdus. Et il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis à peu près 70 ans, on est dans une accélération exponentielle. Donc, vous êtes scientifique, vous savez ce que c'est une exponentielle, c'est comme le Covid, vous vous rappelez des courbes, hein, ça va de plus en plus vite. On est dans une accélération exponentielle des innovations technologiques, ce qui veut dire que quand vous voyez vos grands-parents ou vos parents ne rien comprendre à un smartphone ou à je ne sais quel objet technologique, dites-vous que vous, plus tard, ce sera bien pire. Ce sera bien pire et peut-être plus tôt que ce que vous pensez, peut-être à 40, 50, 60 ans. Donc il y a un enjeu aussi de rendre tout ça accessible et de se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment aller dans cette direction de manière aveugle ou est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on dirige un petit peu plus nos technologies, mais ça peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Pour finir, je pense qu'il est important pour les personnes âgées, c'est de se rendre utile dans les territoires. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, on recherche de plus en plus de personnes pour les aider. Donc moi, je travaille dans des associations et en fait, les bénévoles, il y en a de moins en moins parce que les gens sont surchargés dans le cadre de leur travail. Et du coup, ces personnes-là, c'est aussi une masse de personnes qui pourraient aider dans les associations écologiques, sociales, etc. Et un exemple, par exemple, au niveau du bâtiment ou de l'architecture ou de l'urbanisme, ce qui se fait de plus en plus, c'est impliquer les citoyens dans le cadre de bâtiments publics. On s'est rendu compte qu'en fait, si les citoyens s'impliquaient dans la construction du bâtiment, que ça peut être des bâtiments en paille ou en terre ou autre, en fait, ils protégeaient ensuite ce bâtiment et du coup, il y avait beaucoup moins de dégradation. Ça, on le voit quand on fait par exemple des cours d'école ou on fait travailler les enfants avec leurs parents pour construire par exemple des petites cabanes. Du coup, ils protégeaient ce bâtiment et c'était quelque chose qui leur appartenait. Et du coup, avoir une attache aussi à ce qui est public. Et du coup, ça s'est fait dans la Drôme, c'est-à-dire que les habitants et surtout souvent des personnes âgées sont venus construire un bâtiment public en terre, en paille, etc. Et du coup, ça leur a permis d'avoir de l'utilité et d'être fiers en fait de ce qu'ils ont pu faire sur leur territoire. Donc c'est essayer de trouver aussi des projets pour ces personnes-là au sein de la collectivité. J'ai l'impression, je me permets d'analyser un peu nos prises de parole, que on est vraiment à l'antithèse de ce qui est vendu actuellement sur ces sujets. On entendrait très facilement le fait que la silver economy, ça va être des taux de croissance extraordinaires et donc des possibilités de budget, de bénéfices, et donc ça va brasser de la thune, quoi. Hein. La silver economy, c'est de la thune à se faire. C'est vrai que, en fait, de manière très pragmatique, si on parle de nouvelles abondances, on peut avoir une abondance économique qui serait liée à des métiers qui sont des métiers de premier corvée, des métiers, comme tu disais, du soin, et qui vont, en fait, générer des nouveaux transferts des transferts financiers et donc potentiellement des croissances pour des entreprises qui s'intéresseraient à ça de manière
pas désintéressée, mais en tout cas peut-être un peu moins prédatrice qu'en général comme c'est présenté. Moi, ce que j'entends beaucoup, en tout cas dans ce qu'on a présenté, c'est une envie d'avoir un retournement de l'analyse de ces considérations avec une approche beaucoup plus préventive, par le lien, par la proactivité, par l'action, par l'attention. On se retrouverait en fait à réduire au maximum les coûts que on nous présente, que nous font supporter les vieux, parce que la retraite, parce que la sécu, parce que les maisons de retraite, parce que en fait derrière ils deviennent un poids, alors qu'en fait si on les implique, si on les intègre, et donc si on trouve les espaces, si on trouve les méthodes, si on trouve le vocabulaire pour les intégrer, pour créer ces ponts entre les générations, en fait ils participent à créer ces nouvelles abondances desquelles ils sont pas du tout éloignés, isolés, et tout ça pour dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire en sorte qu'on puisse participer ensemble à ces nouvelles abondances. Donc, à nous aussi de trouver les espaces, de trouver les moyens, de faire le pas justement pour les intégrer. Plutôt que de se contenter un peu, comme tu le disais, de se dire « Putain, les vieux, ils font chier parce que franchement, nous, ça fait 2 ans qu'on est restés enfermés chez nous. Et au moment où derrière, on doit prendre une décision pour notre avenir, ils votent pour au mieux Macron, au pire Le Pen ou Zemmour, et on est reparti pour 5 ans de croissance économique à bride rabattu, quoi. » C'est trop simple simplement de le dire comme ça. Il y a eu une étude en Angleterre qui a montré que c'était pour le don du sang. En fait, il manquait de sang en Angleterre et du coup, il y avait par exemple, je sais pas moi, 50 000 personnes qui venaient donner du sang chaque année. Et en fait, ils se sont dit, on voudrait augmenter parce qu'il nous manque du sang et du coup, on va faire payer le don du sang. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus que 25 000 personnes qui venaient, en fait, parce que c'était payant. Et du coup, je pense, ce qui est de plus en plus recherché, c'est quelque chose, un don gratuit aussi. Et ces personnes-là, justement, qui sont retraitées, par exemple, ce que je vous disais sur le bâtiment, ils sont venus gratuitement aider. Et en fait, ça apporte beaucoup plus de joie. Voilà la différence entre le joie et le plaisir. Mais du coup, ça apporte vraiment de la joie à ces personnes. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi au niveau des territoires. Pour juste conclure du coup sur une note positive, ça a été prouvé que plus on avait du lien social, moins il y avait de risque de démence chez les personnes âgées. Et donc voilà, allons vers les cercles vertueux. On a des outils et on a des choses qui peuvent nous permettre d'aller vers le positif, et il faut le mettre en œuvre. Tout n'est pas perdu. J'ajoute juste un mot. Il me semble qu'il faut aussi demander l'avis au public concerné et ne pas décider pour eux. C'est une question morale. Ça fait plusieurs fois qu'on évoque la morale, l'éthique, etc. Il y a un moment, on est dans une société où voilà, on décide soit par l'économie, soit par on est un décideur, on est quelqu'un d'influent. Et à un moment, il faut aussi demander l'avis à ces personnes-là. Donc le futur reste à inventer, mais à inventer avec les gens concernés. De façon concertée. Et on va passer à un autre sujet que vous avez plus ou moins évoqué, à savoir les tendances technologiques et numériques. Donc c'est une tendance marquante de ces dernières décennies. Tu parlais d'accélération exponentielle des technologies, d'émergence du numérique, et tout ça, ça a bouleversé un peu les usages qu'on a, transformé des métiers. Ça a détruit des métiers aussi. Ça en a fait émerger de nouveaux. Je vais citer plein de mots comme ça qui vont peut-être vous parler, mais qui font peur, et à la fois qui sont dans l'imaginaire un petit peu vus comme vecteurs de progrès. On a la 5G qui arrive, l'intelligence artificielle, notamment dans les métiers de la médecine, on voit ça parfois comme une opportunité de les réinventer et de faciliter le travail du médecin. L'arrivée de la blockchain, de l'impression 3D. On a également une grosse consommation du web avec l'arrivée, tout à l'heure vous évoquiez les métaverses, une grosse folie aujourd'hui actuellement autour des métaverses, et une grande émulation à la fois des chercheurs et des personnes qui étudient le travail et qui parfois nous projettent les métiers de demain dans ce nouvel espace qui est totalement virtuel et qui réinvente totalement les rapports sociaux. Donc moi, je pars pas du principe que on vivra dans le tout technologique demain, mais c'est important, je pense, d'imaginer les métiers de demain sous cet angle tech, au regard de ce qu'on voit aujourd'hui et la façon dont les acteurs de la tech projettent ce monde-là. Et donc, selon vous, quelles sont les opportunités des technologies et du numérique que vous percevez? Et au contraire, est-ce que vous y voyez des freins éthiques? Pensez-vous qu'il faut mettre des garde-fous? Si oui, lesquels? Voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Et Raphaël, tu as l'air bien... Ouais, je pense que tout le monde est motivé pour répondre à la question. On est tous chauds. Ouais. Je pense que, encore une fois, on rebondit sur la question systémique, et je pense que c'est bien tout l'intérêt de ce module d'introduction
pour les étudiants, c'est d'acquérir au moins en partie la vision systémique et de comprendre que les choix qu'ils vont faire, notamment vis-à-vis de la technologie, eh ben, il faut se poser 2 secondes. Et effectivement, ça peut être très séduisant, la technologie, ça peut faire briller les yeux parce que c'est génial et ça apporte plein de solutions. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. Mais voilà, essayer de se poser et réintégrer ça dans la vision systémique, de voir quel est l'impact du numérique sur plein d'aspects justement du système, on ne va pas tous les citer, mais que ce soit le climat, la biodiversité, la pollution lumineuse et l'impact sur la psychologie, enfin multiple. Et donc voilà, se prendre un peu de recul et se permettre de ne pas avoir une vision trop ingénieure et trop tech. Et je pense que quand on ressort de ce module, on a compris que c'est pas la technologie qui allait nous sauver. Donc, voilà, détendez-vous un peu sur cette question, quoi. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire sur technologie et santé, innovation technologique et technique et santé. Déjà, si dans les hôpitaux, il y a des robots pour assister la chirurgie, on peut faire de la chirurgie par métavers, s'il y a plein de nouvelles molécules pour soigner les cancers, c'est super. Mais s'il n'y a plus personne pour travailler dans les hôpitaux, en fait, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, les services ferment. Il y a des services entiers qui ferment à l'hôpital. Il y a des urgences qui sont plus capables d'accueillir, qui ferment la nuit parce qu'elles sont plus capables d'accueillir du public. Moi, je veux bien l'innovation technique, mais peut-être d'abord, il y a un facteur humain à prendre en compte. Voilà. Deuxième chose, c'est est-ce que si on continue à avancer vers une dépendance aux nouvelles technologies et avec tout ce que ça entraîne de dépendance aux ressources, qu'elles soient en métaux rares, en énergie, est-ce qu'on pourra toujours les utiliser dans 30 ans? Et on va apprendre à se servir de plein de technologies et puis en fait ça va consommer énormément d'énergie, il y aura plus de métaux, enfin ça va entraîner aussi une hyper spécialisation des métiers, encore plus. Voilà, c'est une vraie question à se poser. Et puis une chose sur les données numériques en santé. Donc alors déjà d'avoir des dossiers maintenant numérisés, informatisés, c'est super. Hein. À l'hôpital avant on avait nos feuilles de papier. Moi, je me rappelle quand j'étais externe, je remplissais à la main en néphrologie les résultats du bilan biologique sur voilà, alors calcium, natrémie, machin, ça prenait des heures. Voilà. Donc déjà la dématérialisation des dossiers patients, c'est vachement bien. Alors un problème, c'est que quand il y a des problèmes de hacking. Il y a des hackers avec des comment ça s'appelle, des rançongiciels. Bien, ça arrête complètement l'activité d'un hôpital ou d'une clinique, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir accès au dossier du patient, on peut plus prescrire, les infirmières peuvent plus voir les prescriptions du médecin. Donc ça, c'est quand même compliqué. Et donc sur le sujet des données numériques en santé. En fait, on pourrait avoir des outils formidables pour avoir des données de terrain en temps réel sur l'état de santé de la population, sur l'exposition environnementale à des facteurs de risque et adapter en conséquence l'offre de soins et le financement territorial sur telle ou telle stratégie de politique politique publique de santé. Aujourd'hui, on a des données sur la santé des gens et d'exposition environnementale qui n'existent pas. Sur les cancers, par exemple, on en parlait l'autre jour avec Clément, on ne sait pas le nombre, enfin la façon dont sont comptés le nombre de cas de cancer en France. En fait, on va choisir quelques départements et on va les extrapoler à la population générale. Voilà. Donc, sur les risques et les expositions environnementales, on peut pas faire de données croisées avec des expositions géographiques à des polluants, par exemple. Donc, commençons déjà par avoir des données de santé, de terrain, fiables et à les exploiter avant de vouloir faire de la chirurgie par métavers. Enfin, nous, en tant que soignants, vraiment, ça nous paraît
complètement hors sol, ces histoires d'innovation numérique en santé, quoi. Franchement, il y a vraiment tellement de choses à faire avant pour la santé. Voilà, c'était mon coup de gueule. Rationaliser aussi l'usage de ces données. Oui, c'est ça, les rationaliser, que ça soit un outil, vraiment un outil au service d'eux, un outil qu'on dit convivial. C'est Yvan Illich qui disait beaucoup de choses sur l'outil au service d'eux. Voilà, il faut pas se déconnecter des besoins réels de la population par envie de progrès, quoi. Le progrès, il peut être aussi différent, il peut être social, il peut être dans l'intelligence de l'usage, dans l'intelligence du partage, dans les nouvelles coopérations. Voilà, c'était mon... Oui. J'aime bien tout à l'heure. Juste, tu disais que l'ingénieur est une partie du problème, mais aussi de la solution. Ça peut être intéressant d'avoir ta vue justement sur ce volet technologie, développement des technologies, aussi au regard d'une solution comme voie de solution pour un monde plus sobre et des métiers plus ancrés dans les exigences de sobriété. Oui, pour rebondir sur ce que disait Raphaël aussi, je pense qu'il faut, en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant que médecin, avoir toujours une approche de pensée critique face aux choix technologiques. Quand on est ingénieur, c'est les choix de conception. Quand on est médecin, c'est peut-être les choix d'outils, de manières de prescrire, etc. Si je prends un exemple, c'est la téléconsultation et le diagnostic à distance. On nous promet plein de trucs avec les smartphones et les montres connectées, etc. pour prendre le pouls à distance. Seulement, moi, je suis pas médecin, donc je vais peut-être me tromper, mais il me semble qu'il y a des gens qui vont consulter des médecins généralistes, peut-être pas forcément pour des problématiques physiques, mais aussi simplement parce qu'ils ont besoin de parler, ou ils ont une problématique dont ils osent pas. Ils aimeraient bien qu'on la détecte tout seul, sans le dire vraiment. Donc, il faut être présent. Il faut une qualité d'échange, j'imagine, en tout cas. Et pour les ingénieurs, oui, il y a de grands enjeux pour que, justement, ils soient moins la partie problème et plus partie de la solution, c'est évident. Donc il y a énormément de choses à faire, donc on l'a dit, développer plein de compétences, développer une connaissance fine des enjeux, donc c'est-à-dire être capable de parler du changement climatique, d'intégrer plutôt dans son métier les problématiques du changement climatique très large avec les enjeux sociaux qui y sont associés, la biodiversité, l'alimentation, la santé, etc., etc. Évidemment l'économie, l'industrie, la recherche, je ne vais pas vous faire la liste. Mais concrètement, ce qu'il peut faire l'ingénieur, il me semble qu'il peut faire deux grandes choses. C'est premièrement, il peut dévoiler les impacts de chacun des choix technologiques qu'on fait. C'est vraiment les ingénieurs qui sont les mieux placés, il me semble. C'est pas les seuls, mais ils sont les mieux placés en termes de bagage intellectuel et d'outils pratiques pour pouvoir montrer que tel ou tel choix technologique va avoir tel ou tel impact sur les écosystèmes, sur la santé humaine, enfin sur, on va dire, ce qui va être envoyé aux humains comme particules ou éléments toxiques, etc. Et sur le changement climatique, par exemple, ou sur la disparition des ressources, la pollution des ressources. Alors, il est vraiment le mieux placé, et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. On appelle ça ACV, certains connaissent peut-être. Ça permet de visualiser, par exemple. Alors, il y a souvent la question dans les familles, est-ce qu'il faut que j'achète une voiture électrique? On demande aux jeunes, est-ce qu'il faut que j'achète une voiture électrique, oui ou non? En général, il faut sortir de ce dogme pro-techno ou anti-techno, ou pro-solution X ou Y ou anti. Il faut juste analyser en fait cette solution. Et les ingénieurs ont un grand rôle à jouer pour donner des éléments de réflexion. Donc, par exemple, la voiture électrique, on va analyser le coût environnemental de sa production pour produire les batteries et pour l'électricité, notamment en Chine et en Inde, qui va être très carbonée pour produire tous ces éléments-là. Mais après, on va voir que pendant sa consommation, son utilisation, sa consommation d'électricité et derrière la production de gaz à effet de serre va être moindre qu'une voiture thermique. Et donc, on fait le bilan global. Et on répond en fonction du nombre de kilomètres, du pays, de l'électricité utilisée, etc., etc. Donc il n'y a pas de solution unique. Donc une première manière, c'est ça, c'est dévoiler ces enjeux-là et les montrer au grand public, les montrer aux décideurs. Un décideur, tant qu'il n'est pas conscient finalement que tel ou tel choix technologique a un impact sur le changement climatique, sur les conditions de travail ou les conditions d'usage même, ça on n'en parle pas beaucoup, il ne va pas décider différemment que simplement avec un enjeu économique. Donc on peut très bien lui dire, regardez, vous avez la solution A, super bénéf, impact sur le changement climatique désastreux. Solution B, bénéf quand même, mais un peu moins. Et par contre, on protège beaucoup plus le climat. Bon, je simplifie un petit peu le message. Mais il me semble qu'il y a un autre enjeu encore plus large et qui peut concerner tout le monde, mais qui est vraiment peut-être un des plus complexes à transformer, c'est les imaginaires qu'on a autour de la technologie et des choix technologiques qu'on a.
est-ce que ça implique en termes de liberté? Et je peux vous prendre l'exemple du numérique ou du smartphone en général. C'est à la fois, moi, ça me libère du temps notamment. Par exemple, je vais faire des choses beaucoup plus vite avec les cartes, les applis, etc. Tout ça me permet de gagner du temps. Et en même temps, je suis enfermé par cet outil. L'autre jour, je vais sur le site de la SNCF pour me connecter à mon compte. Je suis obligé, sur un ordinateur, je suis obligé d'avoir mon smartphone parce qu'il m'envoie un code. Du coup, je peux plus me séparer de mon smartphone. C'est pas possible. Voilà, on en a besoin tout le temps. On a le scrolling infini qui nous rend complètement addict. Bon, puis là, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Il y a vraiment beaucoup de problématiques par rapport au numérique. Donc, on est dans une espèce de fuite en avant. On n'a pas l'impression que on dirige nos technologies. Et c'est très difficile de diriger. On exploite juste tout ce qu'on peut exploiter. Et là, il y a vraiment on retourne à la pensée critique et à l'approche systémique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Quels sont les besoins derrière, les vrais besoins? Demandons aux gens quels sont leurs réels besoins. On parlait des anciens. Est-ce que leur besoin, c'est d'avoir un accès à Internet qui soit pratique, ou est-ce que c'est juste qu'on les aide dans les formalités et qu'ils puissent voir leur famille? C'est pas la même chose exactement, quand même. Voilà. Peut-être pour continuer par rapport à ce que tu dis, en fait, il y a un outil qui existe au niveau national et international, en fait, ça s'appelle les évaluations d'impact en santé. En fait, ce qui se faisait avant, par exemple, on voulait créer une autoroute, on faisait des évaluations d'impact sur l'environnement, c'est-à-dire quel est l'impact de l'autoroute sur telle et telle espèce. Et là, ce qui se développe de plus en plus et qui vient plutôt de Suisse et du Canada, c'est des évaluations d'impact sur la santé. En fait, l'objectif, c'est de prendre tout ce qui détermine la santé à la fois des humains, mais aussi de l'ensemble du vivant, pour essayer de voir, par exemple, je sais pas moi, le développement de la 5G ou le développement d'un bâtiment, quel va être l'impact sur tous les déterminants de santé, l'alimentation, sur les problématiques sonores, voilà. Et en fait, ça, c'est un outil qui va devenir obligatoire d'ici 3-4 ans, je pense. Donc là, pour l'instant, l'ARS finance ces études-là en amont de construction de bâtiments, en amont de mise en œuvre de plans locaux d'urbanisme, etc. Et du coup, ça permet de répondre à toutes tes questions. Et en fait, dans ce consortium, c'est comme un petit conseil de développement. Il y a à la fois une revue scientifique qui est réalisée au début. Ensuite, il y a, on va dire, la société civile organisée qui est consultée. Donc là, ça peut être les IREPS, les ARS, des médecins, etc. Et ensuite, il y a les citoyens qui peuvent donner leur avis. Et du coup, ça permet à la fin d'avoir des préconisations d'action qui permettent de répondre à la fois à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux zones humides, mais ça peut être aussi, par exemple, sur la plantation de haies entre des monocultures intensives qui permettent de reconnecter des corridors, mais aussi de limiter les produits phytosanitaires, avoir des réponses qui sont globales et qui permettent de à la fois améliorer la santé des humains et la biodiversité. Voilà. Je suis désolé, je peux pas m'empêcher de réagir. Et franchement, le choix des intervenantes et intervenants est hyper complémentaire. Donc bravo pour tout ça. Ça donne à chaque fois envie de rebondir, d'acquiescer et sur tout un tas de choses que vous avez évoquées. Je suis à fond derrière ça et je le partage vraiment. Je voulais juste vous proposer un premier pas de côté et derrière de prendre de la hauteur sur ces questions. Le premier pas de côté, c'est que tout de suite, on a plongé peut-être la première sur les questions de technologie en pensant à la high-tech. Et donc, on a pensé à l'évolution, le métaverse, tous ces trucs. En fait, la technologie, c'est une question d'imaginaire, là encore. Est-ce que c'est simplement la high-tech avec le métaverse ou est-ce que ça peut être aussi la low-tech? Et donc, dans ce cas-là, à quoi on pourrait comment on pourrait imaginer le développement de la technologie liée à la santé avec ces innovations frugales de la low-tech, qui du coup, cette technologie qui est sobre, en général un peu créative, débrouillarde et qui permet aussi d'être beaucoup plus autonome. Parce que si jamais il y a des grosses machines comme on les voit désormais dans les hôpitaux qui plantent, en fait, il y a personne dans le bâtiment qui est capable de la réparer et donc une fragilité, une dépendance aussi qui pose beaucoup de questions, je trouve, dans ces libérations que tu évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin carrément et se rapprocher du biomimétisme? Et donc là, le biomimétisme, il nous donne une possibilité d'innovation un peu classique comme on le voit depuis des dizaines d'années. On identifie des leviers d'innovation parce que tel coquillage, parce que tel oiseau peuvent être repris dans ce qu'on fait et améliorer une pratique déjà existante. Ou est-ce qu'en fait, on pourrait même pousser plus loin la biomimétique et créer des alliances avec le vivant? Et là, je suis désolé, je manque vraiment d'exemples et je suis sûr que vous en avez plein d'autres. Je sais qu'on utilise, qu'on fait appel à des chiens pour détecter des maladies de manière beaucoup plus fine
que si on les détecte avec des machines. Et donc là, il y a une alliance qui est extraordinaire. Jusqu'à quel point on peut nous lever un peu la tête de notre innovation hyper technologique des 50 dernières années en se rendant compte que l'humain existant depuis des dizaines de milliers d'années, il y a déjà eu tout un tas d'alliances qui ont été créées avec le vivant, notamment sur ces questions de santé. C'est la première chose. Et ensuite, pour prendre un tout petit peu de hauteur, on parle de la technologie. Pendant longtemps, on me donnait, l'année dernière, je prenais souvent la parole sur la question de l'argent, notamment. Et en fait, j'ai l'impression que ce soit technologie, argent, mais en fait énergie et en fait tout, on pourrait désenclaver tout ça en adressant la question de l'hubris, de cette capacité à se croire tout puissant et à toujours rester au-dessus de la pyramide du vivant. Et donc avec cette technologie, est-ce que cette technologie, elle sert cette envie de domination permanente parce que nous, Homo sapiens sapiens, sommes tout en haut de la pyramide du vivant, ou est-ce qu'au contraire, on peut le revoir comme un moyen pour reprendre notre place parmi les vivants. Et donc, dans ce cas-là, ça demande d'avoir une technologie qui serait une nouvelle technologie, une technologie humble. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des chercheurs en humilité de la technologie, mais je pense que là-dedans, il y a un changement de relation au monde qui est total et qui, moi, en tout cas, me semble tellement enthousiasmante parce que assez novatrice, mais aussi assez neuve, fraîche, pour qu'on puisse se lancer et découvrir plein de choses là-dedans et s'épanouir en défrichant des secteurs à défricher. Ouais, juste, je réagis rapidement sur les exemples entre santé et... J'en prie. Les exemples entre qu'est-ce que tu demandais, entre biomimétisme, voilà, coopération, une alliance entre les vivants pour la santé. Alors tout simplement, il y a plein d'études maintenant qui montrent que quand tu es dans une chambre d'hôpital et que tu es en train de te remettre d'une opération chirurgicale, si ta fenêtre donne sur un arbre, tu guéris beaucoup plus vite que si ta fenêtre donne sur un mur. Voilà. Et c'est donc ça c'est la thérapie par la nature, voilà, et les bienfaits de la nature sur la santé mentale et sur la cicatrisation, sur les maladies chroniques, juste c'est incroyable. Voilà. Donc Clément, il travaille sur des concepts comme les Maggie Center qui sont, je vais te laisser expliquer les Maggie Center, mais en gros c'est de mettre autour des lieux de soins un accès facilité à des éléments naturels. Peut-être si tu veux parler des Maggie Center, parce que je trouve que c'est assez dans l'innovation. Ouais, ça permet de faire le lien. C'est justement l'impact de la biodiversité sur la santé, et inversement. Et Maguise, en fait, c'était une paysagiste qui a été atteinte de cancer et elle est arrivée dans un hôpital. Et en fait, c'était très austère comme on peut avoir dans différents pays et en France. Et son mari était architecte. Et du coup, ils se sont dit, mais comment on pourrait améliorer la vie des patients et des professionnels de soins en Angleterre. Et donc, ils ont créé un centre dans le jardin de l'hôpital, justement, avec une vue sur les espaces naturels, et en même temps ça a permis de protéger aussi cet environnement-là. Et du coup là ils ont créé 22 centres en Angleterre, et c'est en train d'arriver en France. Il y en a un premier à Limoges, et il y en a un peu de partout. Et ils ont créé une fondation justement qui montre tous les effets bénéfiques de l'architecture, mais aussi de la biodiversité sur la santé des humains. Et là, il y a beaucoup de nombreuses études là qui sortent justement sur le plan Alzheimer, sur justement l'effet bénéfique aussi d'avoir une vue sur les espaces naturels. Et en fait, il faut aussi extrapoler ça et de se dire, bah, nous, en tant qu'habitants d'une ville ou habitants à la campagne, le fait d'avoir une vue sur un espace naturel améliore aussi notre santé. Et ils ont même fait des études où ils montrent que le fait de voir à la télé un espace naturel améliore aussi en quelque sorte notre santé. Donc c'est très important de travailler là-dessus. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Julien, en fait on est en train de passer un petit peu de la nature objet à une nature sujet. Et en fait, c'est ce que, par exemple, les Kogi, donc les Indiens Kogi en Colombie, eux avaient déjà cette réflexion-là. Et en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on retrouve. Et du coup, il y a de plus en plus d'études qui le montrent. Là, il y a une étude dans la Drôme. Avant un document d'urbanisme, ils ont fait venir des Indiens Kogi avec des anthropologues, avec différents, des écologues, etc., pour qu'ils puissent apporter leur vision de qu'est-ce que le territoire, en se plaçant en tant que nature et humain au même, on va dire, pied d'égalité. Et du coup, ça a permis de faire des recommandations assez intéressantes. D'ailleurs, le mot nature n'existe pas pour certains peuples autochtones, parce que ils considèrent que la nature, c'est pas différent de eux.
Voilà, nous, le mot nature, le problème de ce mot, c'est qu'il crée une dichotomie entre quelque chose qui serait les ruisseaux, les plantes, les cailloux, les animaux, et nous, humains, civilisés, et la civilisation. Donc il y a plein de penseurs, notamment des anthropologues, du rapport de l'humain avec le reste du vivant, qui dit qu'il faut plus utiliser ce mot de nature, parce que voilà, il polarise, il nous met à côté de la nature, il nous met soit au sommet de la pyramide, soit au milieu, voilà, la vision anthropocentrée de toute notre société. Donc il faudrait la supprimer. Et juste pour rebondir sur les Maggie Center, il y a des équipes médicales en ce moment au Canada et en Suisse, et on essaye aussi de le développer en France avec notamment des gens de notre association l'Alliance Santé Planétaire qui veulent mettre en place des prescriptions de nature par le médecin. Comme une ordonnance, en fait. Voilà, prescription de la nature. Voilà, ce week-end, 2 fois, vous allez dans la forêt, machin. Vous avez d'autres exemples d'alliances avec le vivant, hein, je crois. On te pointait tout à l'heure un peu du doigt, Raphaël, tu nous dis ça. Moi, j'en avais un. Ouais. Je voulais rebondir sur tes propositions sur les low-tech et le biomimétisme. Sur les low-tech, moi, je peux vous proposer tout de suite, on pourrait presque faire un atelier de conception d'un aspirateur low-tech. Donc, ce serait fait à partir de matières qu'on trouve dans la nature, entre guillemets, dans les écosystèmes, pas trop loin. Ce serait complètement recyclable et sans énergie, et ce serait non toxique, et on pourrait l'utiliser sans énergie extérieure autre que nous-mêmes. Ça s'appelle un balai. Voilà. C'est un peu provocateur, évidemment, c'est peut-être pas aussi efficace, etc. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Voilà, on peut puiser quand même des inspirations à se dire, est-ce qu'on a besoin de 1500 watts pour aspirer de la poussière? Bon, c'est une première question. Après, sur le biomimétisme, je souhaiterais juste alerter tous nos auditeurs, entre guillemets, sur ce mot-là. Il faut faire très attention parce que on peut entendre différentes choses avec le mot biomimétisme et ça peut vraiment être détourné en greenwashing, comme ça peut être quelque chose de hyper porteur par rapport à nos thématiques. Donc si je développe un petit peu plus, ici on tourne à Lyon, il y a l'aéroport de Lyon qui est en forme d'oiseau. Voilà, et on appelle ça du biomimétisme. Bon, voilà, à part la forme d'oiseau du bâtiment, il n'y a pas de fonction par rapport au vol des avions, il y a 0. Donc voilà, je vois pas le rapport vraiment avec l'écologie dans ce cas-là. Donc il y a ce qu'on appelle la biomimétique, qui est vraiment imiter une fonction du vivant. Tu as un petit peu évoqué, donc je sais pas, voilà, une fonction de synthèse de telle ou telle molécule. Par exemple, des coquillages vont, des organismes sous-marins vont créer de la matière, de la céramique, par exemple, dans des conditions de pression et de température qui sont très importantes. Et on se dit, est-ce qu'on peut pas s'inspirer de ça, voire même les utiliser? Mais bon, il y a une question morale derrière. Il faut faire attention comment on les utilise. Pas surexploiter, quel droit on a, etc. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, c'est imiter une fonction. Enfin, on a le niveau esthétique, imiter ce qu'on a dit juste avant, bon, un peu limité. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut imiter des écosystèmes, justement. Oui, et c'est là, en fait, on se rapproche exactement des principes de la permaculture, pour ceux qui connaissent, en fait. Donc c'est vraiment intégrer l'humain et tous les écosystèmes dans une seule et même réflexion. Et on a des exemples qui ont déjà été produits, notamment, donc je pense à toi parce que c'est surtout dans l'urbanisme. On a par exemple du traitement des eaux usagées de bâtiments, notamment dans des villes à Seattle, il me semble, pas à Seattle, une ville aux États-Unis, côte ouest, à Portland, merci, à Portland, qui vont traiter les eaux usées directement en bas des immeubles avec simplement des herbes de différents types, des bambous, etc. Et on n'a pas besoin du coup d'avoir des tuyaux de béton qui vont à 20 km dans une station d'épuration qui elle aussi est en béton et utilise X produits, X énergie. Donc c'est beaucoup plus simple. En plus, ça crée des espaces verts partout. Donc on revient sur la thématique d'avoir des espaces verts ou naturels très proches de nous. Il y a des piscines de qualité d'eau de baignade qui sont créées grâce à ce traitement des eaux. Donc c'est super, tout le monde a une petite piscine pas loin. On n'a pas besoin d'avoir des piscines au chlore ou des piscines individuelles. Et on a plein de co-bénéfices comme ça. Donc c'est ça, avec une action, on a des bénéfices pour différentes dimensions, donc on purifie l'eau. Et en plus, on peut produire des matériaux grâce à cette production de plantes. Ces plantes-là, elles poussent, évidemment, on les récolte, et on peut en faire des isolants biosourcés pour le bâtiment, on peut en faire des molécules pour la chimie verte, dont certaines, on s'est aperçu qu'on peut faire des molécules anticancéreuses qui peuvent être réutilisées 80 fois, je crois, sans polluer les environnements au lieu d'être utilisées à partir du pétrole, enfin de fabriquer à partir de pétrole. Il y a beaucoup de recherches, enfin on est souvent à l'état de recherche, l'applicatif est en train d'arriver, mais c'est vrai qu'il faudrait renforcer vraiment ces domaines-là, tout en gardant vraiment des grandes précautions sur l'utilisation
de tout ça pour pas revenir à ce qu'on faisait avant les premières transitions énergétiques où finalement on coupait des forêts. Bon, c'était hyper naturel, c'était hyper renouvelable de brûler du bois. Mais bon, il y avait plus de forêt en France, quoi. Ni dans permettre de donner deux sources. Il y a Tariq Çekçak qui travaille sur le biomimétisme à l'Institut des futurs souhaitables et qui prend souvent la parole sur ce sujet. C'est une personne hyper inspirante qui justement tend à amener vers la permaculture comme ça, de ces mécanismes systémiques dont on peut s'inspirer. Et il a participé notamment à créer le CEBIOS, CEEBIOS, qui du coup fait un peu office de référence sur ces sujets. Si ça vous donne envie de creuser, c'est toujours hyper intéressant. Bêtement, on a bien échangé avec eux justement dans nos projets au Shift Project avec justement la transformation des pratiques de conception en tant qu'ingénieur. Et justement, nous, on s'est dit, il y a même un concept, on a sorti un concept, c'est pas juste pour le mot, mais c'est pour marquer un peu le coup et intégrer tous ces concepts dont on vient de parler là, l'approche systémique, l'analyse des impacts, faire attention à l'éco-bénéfice, les low-tech, le biomimétisme. La high-tech, on les exclut pas, c'est simplement, on veut être sûr des usages qu'il y a derrière et des impacts. Être capable aussi de faire des reconversions technologiques. Et tout ça, on peut l'appeler l'ingénierie de la permanence. Donc, on l'a appelé comme ça, c'est-à-dire la permanence dans le sens où elle va provoquer un monde où il n'y a pas d'impact supérieur à ce qu'on voudrait, quoi. Et juste peut-être un petit mot de la fin et une petite question de la fin. Vous avez beaucoup parlé de rapport au vivant, etc. Est-ce que demain, vous voyez des métiers émerger autour de ça, autour d'une meilleure connaissance du vivant, d'un meilleur rapport au vivant et voilà, autour notamment des questions de biomimétisme? Est-ce que vous en voyez des nouveaux émerger ou pas? Je vais faire une réponse un peu détournée, mais dans la nécessité, je pense, d'avoir une vision systémique, je pense qu'il y a un aspect temporel qu'il faut aussi avoir et qui normalement est présent aussi dans le module, c'est l'aspect de l'évolution. C'est-à-dire que si on comprend aussi notre évolution, enfin l'évolution au sens global du vivant et aussi notre évolution humaine, on comprend que passer sa journée devant la télé, à boire du coca, être immobile ça peut être problématique, et on peut comprendre aussi que notre rapport à la nature, du coup, et notre intégration à la nature, ça participe à notre bonne santé, et que voilà, il y a aussi des mécanismes de coévolution avec certaines espèces, notamment à l'intérieur de nous, et que parfois des solutions médicamenteuses seront moins pertinentes que travailler sur la bonne santé de son microbiote. Voilà, donc la vision systémique englobe aussi la vision, l'aspect temporel, il me semble. Je suis désolé, je te donne la parole. Et j'ai interviewé Tariq Çekçak justement il y a pas longtemps, et il me disait qu'en fait on peut déjà se dire que les principes de biomimétique intenses, comme tu le disais, vraiment exigeantes, peuvent presque être appliqués à tous les métiers. Donc c'est déjà, avant de se poser la question de quel nouveau métier, c'est comment je peux justement me poser ces questions-là dans mon métier pour les transformer et pour me mettre à la hauteur de ces urgences. Est-ce que on peut aller jusqu'à des métiers qui sont vraiment là en l'occurrence puissamment extracteurs, mortifère et vraiment contre ce vivant dans sa globalité? Peut-être pas, parce que sinon on tendrait dans cette tendance du greenwashing que tu évoquais tout à l'heure. Mais voilà, je crois que même pour les personnes qui nous écouteraient, qui travaillent déjà, c'est comment je peux intégrer un peu ça dans mes métiers. Et après, il y en a plein, et c'est ça qui est hyper enthousiasmant. On peut s'imaginer être matérioculteur, par exemple, grâce à des plantes, à des arbres ou à des champignons, faire pousser ce qui sera bientôt une chaise, ce qui sera bientôt un emballage. On peut se poser aussi la question de comment on va recréer ce lien avec le vivant, et donc on aurait des professeurs de nature, on aurait des agents accompagnateurs de sciences participatives. En fait, c'est ça qui est assez génial, c'est que tout les interstices, les vides qu'on a laissés dans notre relation au vivant, on va avoir de personnes qui vont recréer ces liens. On va avoir des personnes qui vont nous réenthousiasmer, nous redonner le goût du vivant, et on peut en faire des métiers. Ça donne trop envie. Ça donne envie. La transformation vivante des métiers, c'est génial. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il faut se dire que ça va être par filière, en fait. C'est-à-dire que ça va pas être juste un métier, ça va être toute la filière qui va être créée. Et ce que tu disais par rapport au vide, par exemple, une des clés là dans les territoires où c'est en train de se développer, c'est tout ce qui est urine. C'est-à-dire que l'urine, en fait, je sais pas si vous connaissez, mais c'est l'ancien directeur de la police de l'eau de Paris qui a écrit un livre qui s'appelle L'or jaune au jardin. Et en fait, là, par exemple, sur des bâtiments, là, sur la ceinture verte, l'objectif, c'était de récupérer les urines des maraîchers, parce qu'en fait, dans les urines, il y a le phosphore, il y a l'azote, etc. Tout ce que
on met tout ce qu'il y a dans les urines, en fait, pourrait repartir au jardin. Pour l'instant, c'est interdit en bio. Et du coup, il y a une structure là qui vient de se développer, parce qu'en fait, on a récupéré ces urines, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, là, il y a une structure qui s'appelle Toupi, qui est vers Bordeaux, qui a levé plusieurs millions d'euros, et du coup, qui récupère ces urines et qui fait pousser des algues, qui ensuite, ces algues retournent au jardin. En tant qu'engrais. Et du coup, là, on voit qu'on a toute une filière qui s'est créée sur ce réseau-là. Et du coup, nous, on participe à cette filière. Et du coup, on travaille en système. Et c'est là que c'est super intéressant. Et du coup, il y a plein de vides encore à créer. Là, on travaille beaucoup avec des structures, par exemple, c'est des grosses déchetteries qui sont au Pays Basque. Et du coup, il y a une personne qui est embauchée pour essayer de trouver des utilisations, par exemple, de tout ce qui n'est pas revalorisé, les matelas, des anciennes bâches, etc. Et du coup, il y a des métiers super intéressants de recherche pour améliorer, on va dire, la santé du territoire. J'insiste et je rebondis encore sur ma vision écosystémique, systémique en général et évolutive, pour dire que le concept même de déchets est né avec l'humanité, quoi. C'est-à-dire que avant, dans la nature, il n'y a aucun déchet qui existe, et effectivement l'urine avec Toupi, ça peut être valorisé, et tout dans la nature est voué à être cyclé. C'est ça les cycles biogéochimiques. Et du coup, si on se réintègre aussi dans notre réflexion du développement, éventuellement d'innovation, la compréhension de ces cycles, et ben on arrive à se réintégrer dans une logique bien plus durable, parce que justement, on ne génère pas de déchets. Et pour donner une image concrète aux étudiants, une forêt, on n'a pas l'impression d'être au milieu d'une décharge, et pourtant, il y a des déchets qui tombent sans arrêt des arbres. Chacun produit ses déchets, mais c'est utilisé comme nutriment par les autres, ou comme catalyseur chimique, ou je ne sais quoi, et personne n'a l'impression d'être dans une décharge. Pour rebondir sur la question qui était sur les nouveaux métiers du vivant, c'est ça ? Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de clés et beaucoup de solutions qu'on connaît déjà, qui existent déjà, pour accélérer la transformation du monde, pour être résilient face aux crises qui arrivent. Le problème, c'est concrètement, l'applicabilité concrète, voilà, parce que on est beaucoup dans les concepts, et quand tu travailles en politique, c'est qui va appliquer derrière ces solutions. Donc pour moi, un nouveau métier du vivant, c'est simplement à petite échelle, dans les petits territoires, dans l'échelle des communes, des villes, avoir des personnes qui appliquent des politiques publiques favorables aux vivants. Et donc, il y aura des co-bénéfices aussi sur la santé, puisque si on change les milieux de vie, si on les rend plus favorables à la santé, ça va améliorer la santé. Voilà. Donc, tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà et qu'il faut juste créer des outils ou utiliser des outils politiques, de politique publique pour mettre en place tout ça. Voilà. On peut changer notre façon d'habiter. C'est une question d'habitabilité, quoi. Et de comment est-ce qu'on habite les territoires, comment est-ce qu'on habite la terre. Et en fait, ça, c'est de la politique publique. Voilà. Et pour donner un exemple, justement, il y a des villes qui ont créé des ceintures vertes en leur périphérie, mais qui sont pas juste des arbres pour se promener. Il y a aussi des ceintures maraîchères. Et donc, ça permet d'avoir de l'alimentation de qualité à proximité. Ça permet de limiter la pollution de l'air, voire même de traiter en partie la pollution, parce que si on a de l'eau et de l'air qui est pur, c'est bien grâce aux écosystèmes. Hein. Ça se fait pas tout seul. Et je voulais rappeler aussi que à Paris, il y a quelques dizaines, centaines, je sais plus la date, hein, mais c'était certainement au XVIIIe siècle, il me semble qu'il y avait les ceintures maraîchères de Paris, où en fait on avait toutes les végétaux qui étaient créés, qui étaient produits soit en interne de Paris avec en fait le crottin de cheval qui était le moyen de déplacement numéro 1 après la marche à pied. Et ce qu'on disait un petit peu moins, c'est qu'il n'y avait pas de système d'égout, donc on récupérait les déjectats humains, pour parler, voilà, et on les mettait pendant 3 ans sur le côté, je crois que c'était en Seine-et-Marne, il me semble, on les faisait sécher pour pas qu'il y ait de problème bactériologiques, et ensuite on les utilisait comme engrais. Donc c'est pas nouveau tout ça finalement. Exactement. Pour rebondir sur le côté agriculture, sur la question que tu me posais au début, je pense que l'agriculture urbaine notamment, pour parler des métiers de demain, elle a ce gros avantage, non pas d'avoir le potentiel, en tout cas pas dans une ville aussi démesurément grande que Paris, la région parisienne, de pouvoir nourrir les habitants, mais pour pouvoir peut-être recréer évidemment du lien avec le vivant et reconnecter avec la réalité de la production alimentaire,
Et quand on comprend de quel effort ça procède et de quelle complexité, etc., on est plus en mesure de respecter ensuite les différentes ressources. Je prends l'exemple de l'agriculture, mais c'est vrai dans tout, en fait, parce que on est dans une société où on a directement des produits finis, mais si on comprenait comment ce micro était construit de A à Z avec l'extraction du métal, du minerai, et toute l'ingénierie qu'il y a derrière, et toutes les chaînes de production, et tous les différents milliers d'acteurs qui sont utiles pour faire ce micro, on serait bien plus amené à le respecter et à essayer d'en optimiser au mieux sa durée de vie. Et donc, voilà, je pense qu'il y a aussi une dimension de nouveaux métiers qui doivent nous faire comprendre la complexité du monde et nous rendre sensibles à ça pour pouvoir respecter au mieux les différentes ressources. Une bonne transition avec la dernière grosse question de cette table ronde sur la sobriété. Ouais, j'ai dit le mot. Donc déjà, on a du mal à le définir. Il y a plusieurs mots selon les pays, selon les tendances. Sobriété, frugalité, sufficiency en anglais, simplicité volontaire plutôt au Québec, en Belgique, sobriété heureuse en France avec Pierre Rabhi notamment. On n'a pas vraiment une définition consensuelle de ce mot, et pourtant c'est important. Donc l'idée c'est de satisfaire nos besoins et d'avoir des modes de consommation qui sont durables en préservant la biosphère. Et comment dans le monde de demain les métiers vont pouvoir répondre à cette exigence de sobriété, notamment en santé, mais dans les autres métiers, on en a un petit peu déjà parlé. Et voilà, quel est votre éclairage sur ça? Je peux répondre sur les métiers de la santé peut-être. Pour les métiers de la santé, la sobriété, ça passe par plusieurs actions. D'abord la prescription raisonnée. Voilà, donc la prescription raisonnée, c'est tout simplement d'abord, en tant que médecin, respecter les recommandations qui sont faites par les sociétés savantes et pas prescrire de façon erronée ou quand c'est pas nécessaire. Je crois que le chiffre c'est, je parle de médicaments et d'examens complémentaires. Je crois que le chiffre c'est dans l'Union européenne, il y a 20% de prescriptions inutiles. Voilà, que ça soit d'imagerie ou de médicaments. Ouais. Pour une grande partie. Donc même quand c'est prescrit. C'est ça, même quand c'est prescrit. Est-ce que derrière ça va être pris? Est-ce qu'il y a eu une information suffisante qui a accompagné la prescription pour que le patient le prenne? Est-ce que les médicaments sont conditionnés de façon adéquate à la prescription ou est-ce qu'il va toujours rester 10 comprimés dans la boîte qui vont finir chez le pharmacien au mieux, voilà. Voilà, donc la sobriété en santé, ça passe par cette prescription raisonnée aussi, ce qu'on appelle l'éco-prescription, c'est penser au bagage écologique du médicament et donc où est-ce qu'il a été produit, est-ce qu'il a été acheminé le coût un peu carbone et environnemental de sa production, mais aussi de son élimination et de sa transformation, et le fait que derrière, ça va polluer les eaux, les sols, ça va créer des problèmes peut-être d'antibiorésistance. Et puis ensuite, la sobriété en santé, ça va être toujours, je parle toujours la même chose, mais ça va être de faire de la prévention et de la promotion de la santé pour diminuer la charge de la morbidité et des maladies sur la société. Et voilà, donc, et créer des moyens pour aussi autonomiser les gens, créer de l'autonomie en santé, donner à la fois des connaissances et la possibilité pour les gens d'être en bonne santé. Et donc ça va passer par de l'éducation thérapeutique, mais aussi à l'échelle de l'urbanisation, à l'échelle de la ville, faire des infrastructures sportives accessibles, faire en sorte qu'il y ait une offre d'alimentation saine et locale et à prix accessible dans tous les quartiers. Voilà, pour moi c'est ça la sobriété, qu'on arrivera à de la sobriété dans les pratiques de santé. Au niveau de la sobriété, je pense que c'est pas une accumulation de bonnes pratiques ou autre. En fait, je pense que c'est l'éthique qui va tout guider, en fait. C'est-à-dire que chacun, si l'éthique elle est bonne, après toutes les actions vont découler. Parce qu'en fait, on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui culpabilisent, par exemple quand ils prennent la voiture ou quand ils font telle et telle action. Et je pense que ça, c'est la culpabilité, la peur, etc. C'est des choses qui bloquent en fait les personnes. Et du coup, il faut plutôt être positif et se dire voilà notre éthique.
Et ça permet d'aller sur de l'action. Et du coup, je pense que si on a une éthique qui est favorable à la biodiversité au vivant, toutes nos actions vont en découler. Et voilà. Je sais plus ce que je veux dire. La sobriété, on peut la voir... je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et du coup, si on part sur le volet action, on peut avoir des leviers d'action qui sont technologiques. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut réduire l'énergie consommée par les bâtiments, notamment le chauffage et la climatisation, c'est plus facile si on a un bâtiment qui a été rénové, qui est isolé, qui a une super régulation, etc. Donc ça, c'est les leviers techniques qui, du coup, sont aussi des leviers qui viennent des politiques, puisque ça, on a besoin de politiques publiques, d'incitation pour nous aider à faire ça. Et après, on a des leviers plus individuels. Donc là, on en revient plus aux questions morales, à des choix personnels. Et donc, la sobriété, c'est vrai que ça peut évoquer un peu la sobriété comme les alcooliques, on va dire. Et on peut faire le parallèle aussi au fait qu'on est addict, on est accro dans notre société à l'énergie, notamment fossile. Donc, rentrer dans une sobriété, on peut aussi le voir comme ça, c'est-à-dire faire attention, réaliser qu'on est complètement accro à ces énergies fossiles au quotidien, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. On le voit quand on fait le plein d'essence, on le voit moins quand on utilise des objets qui sont tous en plastique ou qui ont été utilisés eux-mêmes dans des usines qui utilisaient des énergies fossiles, qui ont été fabriquées, pardon. Donc après, c'est quel choix on fait. Et là, il me semble que derrière ça, il y a aussi une question de justice sociale, une question vraiment très importante, parce que évidemment, c'est plus facile de demander de faire des efforts à ceux qui ont énormément qu'à ceux qui ont rien ou très peu. Donc là, il y a vraiment la question de différencier ces efforts à faire. Et plus on a de capacités, plus on a de biens, et plus on devrait en fait faire des efforts, ce qui paraît extrêmement simple et logique, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. J'ai toujours envie de rebondir sur ce que tu dis, et je me rends compte qu'à chaque fois en ce moment, je prends la parole par rapport à toi. Une interview, alors. Tu me lances, ouais, tu me lances. J'avais envie d'élargir un peu la question de la sobriété, qui est là, encore une fois, utilisée très court terme comme un moyen de réduire, de limiter, et de l'envisager comme aussi cette nécessité d'utiliser la sobriété comme un outil pour faire preuve d'humilité, et se poser la question, en fait, même de notre nécessité d'utiliser la sobriété comme un moyen de ralentir, ou même comme de temps en temps une tentative pour non agir, non intervenir. Et donc c'est aussi comment on se rend compte, à force de sobriété, à force de recréer le vide dans nos vies, qu'on n'est pas la solution ultime, on n'a pas forcément la réponse à tout, et que parfois, notamment sur ces questions climatiques qui constituent la question écologique même plus que, parce qu'il y a la pollution, on en a parlé, les questions de biodiversité, etc. En fait, souvent, on se rend compte qu'une surréaction resterait un ajout et du coup potentiellement apporterait des problèmes, des crises, d'autres pollutions. En fait, la non-action peut aussi être une très bonne manière d'intervenir, parce que on recrée de l'espace. On l'a vu avec la crise du Covid, le fait de rester chez nous, ça recrée de l'espace pour que le vivant puisse reprendre un peu de place là où on l'a tellement contenu dans des zones assez restreintes. Et donc c'est comment aussi on vit cette sobriété, et notamment dans nos métiers, en se rendant compte que en fait, potentiellement, dans les 2030 glorieuses comme elle m'intéresse, pourquoi ne pas se dire qu'on travaillerait plus que 4 jours, voire 3 jours par semaine? Ça fait partie de la sobriété. Se dire aussi que du coup, on arrêterait d'envisager qu'on peut aller travailler à 30, 40, 50 km de chez soi, mais plutôt en fait à 10, 5, 2 km de chez soi. Ça fait partie de la sobriété. Et donc, c'est comment, en fait, petit à petit, on inverse le paradigme qui nous fait tous et toutes dire le temps, c'est de l'argent, pour finalement se rendre compte que l'argent, c'est du temps. Et donc, ce qu'on a de plus précieux, c'est notre temps. Souvent, d'ailleurs, quand on se pose la question de toi, là, qu'est-ce qui te manque, de quoi tu as vraiment besoin, on retombe très vite sur la notion de temps. Et donc, comment, en fait, grâce à notre métier, on réussirait à se dégager du temps, parce que déjà, notre métier étant lié à nos passions, on aurait presque, d'une certaine manière, plus besoin de faire du bénévolat à côté pour pouvoir avoir le sens qui nous manque. Et en plus de ça, parce que on le ferait de manière tellement concentrée, tellement efficace, que derrière, on aurait le temps de passer du temps avec les gens qui nous sont chers, de passer ce temps dans la nature, même si, enfin, dans les écosystèmes, parce que ça nous remplit, mais surtout de reprendre le temps de flâner,
On parle de paresse en ce moment, d'ennui. Et je pense que ça aussi, c'est un terreau très, très, très fertile pour ce qui fait le sel de l'humain et toute la poésie qui va avec. Donc cette sobriété, à mon sens, elle peut être utilisée et elle sera bien utilisée le jour où on arrivera à se réennuyer. Et c'est des vases communicants, c'est-à-dire que quand tu es sobre sur les aspects qu'on traite là en parlant de sobriété, tu n'es pas sobre du tout pour ta qualité de vie et pour le temps que tu vas passer consacré à tes aspects sociaux et te développer par ailleurs. Moi, je voulais rebondir parce que j'ai eu une de mes casquettes qui était de gérer le pôle innovation là où je travaillais dans l'agriculture et où j'essayais de mettre justement l'accent sur quand il fallait accompagner et avant même d'accompagner, sélectionner des projets qui pouvaient avoir voilà, un intérêt pour l'agriculture, c'est toujours sélectionner à la fois voilà, le réel coût-bénéfice qu'on pouvait avoir dans cette éventuelle innovation, le mettre en perspective un peu systémique, donc comme tu le disais tout à l'heure, réclamer une ACV, ou en tout cas une ébauche d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie de la solution qui était proposée, pour voir si vraiment... Si cette solution pouvait être déployée à l'échelle du système agricole national, est-ce que ce serait vraiment durable pour la planète et pour les ressources, etc. Et notamment, parfois, on a des paradoxes, c'est qu'on a l'impression... Enfin, on peut avoir des technologies qui sont très, très high-tech, pour le coup, et qui permettent plus de sobriété, notamment, par exemple, dans l'usage d'intrants, donc de pesticides, d'herbicides, de fertilisants aussi, et donc qui vont permettre d'avoir voilà, une action plus parcimonieuse sur le système agricole. Mais donc, ça pose aussi la question du système en entier. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système où on apporte des choses à notre culture versus la permaculture qui finalement permet de recycler tous les éléments et de se passer de ces intrants. Donc là aussi, il y a plein de mises en perspective à faire dans les arbitrages, donc ce qui peut être compliqué, et notamment... on peut avoir des technologies qui nous permettent de prévenir aussi sur les pathologies que peuvent avoir des cultures et de pouvoir agir en amont et de manière bien plus parcimonieuse et bien moins gourmande en énergie, en ressources. Donc là aussi, les arbitrages et la réflexion à avoir sur les choix de développement technologique, ça peut demander une vraie réflexion pour aller au-delà des fausses bonnes idées, comme on en voit souvent, quoi. Top, merci. Et je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est que on a parlé justement de non-agir. Donc moi aussi, je réagis à tes propos. Et je voulais juste rappeler qu'il y avait une promesse justement au début du XXe siècle, c'était que le progrès allait nous libérer du travail. Or, j'ai pas trop l'impression qu'on travaille moins qu'avant. J'ai même l'impression que ça s'accélère. Si on compte tous les temps à faire les mails, les Teams, les machins, c'est sans fin, quoi. Tout s'accélère finalement. Je suis pas sûr que Paléolithique il bossait pendant 18 heures par jour pour chasser et cueillir, surtout les pêcheurs-cueilleurs. Donc les chasseurs-cueilleurs. Ouais, ils peuvent pêcher aussi, ouais. Chasser le poisson. Ouais. Et je ne sais plus ce que je voulais rajouter. Avec le Moyen-Âge, il y avait beaucoup plus de temps pour reprendre le rythme des saisons, le suivre, ce rythme des saisons. Et donc, effectivement, il y a des grandes périodes d'efficacité parce que c'est l'été, parce que c'est le moment où on a planté, on récolte, mais ensuite, on sait suivre ce rythme des saisons et qu'en hiver, c'est le temps des jachères et c'est le temps du calme. Et donc, peut-être que cette sobriété aussi, elle va nous inviter à suivre un peu ces rythmes. Et donc, en été, on se réveille avec le jour et on a des journées très, très remplies et peut-être qu'en hiver, on osera aussi cette sobriété dictée un peu par le temps, par le soleil, la météo, et que on pourra de temps en temps aussi accepter ce rythme et se régénérer dans ces moments. Tout à fait. Et c'est aussi finalement cette sobriété, c'est aussi faire plus une place à la qualité de la vie plutôt qu'à la quantité de choses qu'on fait ou qu'on accumule. Et c'est un petit peu tout ce qu'on a dit là finalement, c'est plus de temps, si on fait peut-être moins de déplacements, mais plus long et plus qualitatif et moins loin. Le travail peut-être un peu moins, mais dans des meilleures conditions, etc., etc. Donc voilà, plus globalement, c'est plutôt ça. C'est pas si compliqué que ça finalement. J'ai une ultime question pour vous avant de clôturer cette table ronde. On va un peu s'imaginer ministre du futur. Si vous étiez ministre du futur, citez une mesure que vous mettriez en place pour préparer au mieux les métiers du secteur de la santé ou au-delà aux défis environnementaux de demain.
qui se lance. Alors moi, je parlerai pour tous les métiers et pour tout le monde, pas que pour les métiers de la santé. Il me semble qu'il faudrait vraiment une formation tout au long de la vie, qu'on puisse être capable d'apprendre toujours. Apprendre, c'est déjà une joie, c'est déjà un plaisir. Ça fait partie des choses qui, entre guillemets, coûtent pas trop cher, même s'il faut quand même des structures, etc. Tu l'as dit, avec Internet, on a des accès aux connaissances qui sont sans précédent, qui n'était pas le cas déjà il y a 20 ans. Et on en a besoin à différents points de vue. C'est tout. Fatigué. Ouais, moi, ministre. Non, je travaillerai beaucoup sur l'éducation. Et en fait, là, on est plutôt sur une société de l'éducation et passer plutôt sur éveiller les gens. C'est-à-dire que normalement, voilà, un instituteur ou quelqu'un qui fait une formation devrait plutôt éveiller les gens. Et donc là, il y a une formation qui s'appelle la Fondation Sève. Je sais pas si vous connaissez. Donc c'est Frédéric Lenoir et moi du coup je suis animateur de cette fondation. C'est philosopher et méditer avec les enfants. Et du coup c'est quelque chose qui est normalement obligatoire pour les scolaires d'avoir cette formation, sauf qu'il n'y a pas assez d'animateurs et les professeurs sont pas formés sur cette thématique-là. Et du coup c'est plutôt apprendre aux enfants à philosopher, à débattre et à apprendre aussi par soi-même. Et du coup c'est plutôt leur donner les compétences pour pouvoir s'élever et plutôt que d'être éduqués. Je pense que vu l'urgence, il faut évidemment se concentrer sur l'éducation des enfants, mais se concentrer aussi sur l'éducation de toutes les tranches générationnelles. Et donc moi, ministre, je reprends finalement, j'ai l'impression que c'est la tendance là, qui se dégage, c'est l'éducation. Et c'est l'éducation, pas tellement des connaissances très détaillées, très fines, très spécialisées, mais c'est de pouvoir dégager du temps aux citoyens pour qu'ils se forment aux choses, on va dire, essentielles et axiomatiques de compréhension du système, de compréhension de l'évolution, peut-être aussi des choses plus philosophiques du rapport au bonheur, du rapport au temps, du rapport au vivant. Julien. Eh ben, écoutez, moi, ministre, j'interviendrai sur le bout de la chaîne en développant, avec tous les professionnels de santé, mais en fait, avec le peuple dans son ensemble, de nouveaux indicateurs de croissance et de réussite, de manière à faire en sorte que les soignants dans leur acte, les instituts de soins, les hôpitaux, mais aussi les maisons de santé, de retraite et en fait tous les lieux de vie soient guidés non pas par la simple nécessité de générer de la croissance économique, mais en fait de participer à des objectifs fixés ensemble. Est-ce que ça serait voilà, des indices de bien-être, des indices de solidarité, des indices de créativité? Est-ce qu'on aurait le bonheur national brut comme le Bhoutan? À nous de le décider. Mais toujours est-il que pour suivre nos objectifs, développer nos compétences et s'améliorer dans nos pratiques, on ne travaillerait plus qu'avec ce tableau Excel qui fait des plus et des moins, mais tout un tas d'autres indicateurs qui, à mon avis, permettraient à la société dans son ensemble de reprendre cette place, encore une fois, dont on a beaucoup discuté, pour le vivant et parmi le vivant. Moi, ministre, j'adore dire ça. Moi, ministre, je mettrais tout simplement la santé au cœur de toutes les décisions politiques. En fait, c'est un concept de santé publique qui existe déjà, qui s'appelle la santé dans toutes les politiques. Et c'est un concept qui, je crois, a été développé au Canada, s'appelle la Charte d'Ottawa. Ça remonte, je ne sais plus quelle année, bref. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Clément, sur les évaluations d'impact en santé. C'est d'avoir systématiquement à l'esprit quand on prend une décision politique, qu'elle soit sur le plan national ou de politique publique, de politique locale, territoriale, se poser la question de l'impact sur la santé des humains et aussi des écosystèmes. Voilà. Donc ça pose la question de le besoin d'avoir un ministère de la santé détaché, quoi. Est-ce qu'il y a toujours besoin d'avoir un ministère de la santé ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient, alors je sais pas comment ça se passe dans les ministères, mais voilà, détachées au sein de chaque ministère pour traiter des questions de la santé et que ça soit pas seulement consultatif, que ça prenne une place importante dans la décision.
Voilà, avec des questions des questions éthiques aussi, parce que c'est très difficile de prioriser certaines thématiques à d'autres d'un point de vue éthique, mais voilà. Donc la santé dans toutes les politiques. Je peux ou pas? Si on prend un niveau de hiérarchique encore plus haut, moi président. Moi président, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est top. Et je dirais, moi président, je créerais un supra-ministère supérieur à tous les autres ministères. Ce serait le ministère de la santé environnementale et humaine, ou alors le ministère de la santé globale. C'est comme on veut. Santé planétaire. Santé planétaire, en tout cas, intégrant des enjeux qui soient prioritaires. Et les autres ministères seraient soumis finalement à une compatibilité avec les enjeux de ce ministère-là, que ce soit le ministère de l'économie, du travail, etc. On va conclure. Merci pour votre participation. On a évoqué beaucoup de choses et pour essayer de conclure, j'ai l'impression qu'il faut qu'on tende vers avoir une vision systémique des choses, ce qui est assez complexe étant donné le monde qui nous entoure avec tous les flux d'énergie, etc. D'avoir plus de coopération, de multidisciplinarité, une implication des uns et des autres, refaire du lien en fait. Utiliser des valeurs comme la créativité, la curiosité, aller toujours vers l'enseignement, la formation, comme on l'a dit et redit. Participer aux transmissions des savoirs par les anciens, utiliser le transgénérationnel, recycler les savoirs aussi, utiliser ce qui existe déjà. Ce qui m'amène à une autre pensée qui est en fait, il y a à peu près tout qui existe et que ce qui nous manque, c'est ce qu'on avait dit un peu en ouverture, c'est de mettre une valeur sur les choses, une pensée critique sur les choses et de l'éthique. Et je pense que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. C'est-à-dire la technologie est ni bonne ni mauvaise, mais c'est-à-dire c'est ce qu'on en fait. Et donc, avec ça, essayer de repenser aussi notre rapport au monde, sortir de la vision, on en parlait aussi, anthropocentrée, avoir avec la nature un rapport et un lien qui est plus bénéfique et en faire un allié, en toute humilité, comme tu le disais, pour pouvoir aller vers ces co-bénéfices, vers ces cercles vertueux, pour entrer dans un monde de demain qui est plus souhaitable. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci pour votre participation. Merci.